J'ai plutôt le tempérament du mec qui veut faire 36 milliards de choses, avec les bons côtés et les moins bons. On balance le tout, après beaucoup de mois de travail, et il s'avère que c'est une catastrophe, parce que tous les commentaires nous parlent de plagiat. Tu vends ta boîte juste avant, et juste après, en fait, tu te fais un peu ken par ton associé, ça fonctionne pas, tu perds de l'argent, du temps. Ça a été hyper compliqué à gérer. Tu vois, comme je ne connaissais Walou à la vie de rien. Je cherche un associé dans l'audiovisuel qui connaît qui. J'ai rencontré 1, 2, 3, 4 personnes, dont un d'ailleurs, dont je tairai le nom, mais à qui j'avais proposé de prendre la place de Flo, et qui a pas voulu. Il m'a dit, je sais pas, machin, il a pris sa décision de ne pas venir, et je me rappelle qu'il m'avait envoyé un message 2 ans après en me disant ça a été une grosse erreur, machin, etc. Tu recrutes un sales, le sales surperforme pendant 6 mois, 1 an, et tout de suite c'est ah bah attends, il faut que je devienne head of sales. Si tu viens à la tête d'une équipe et que tu manages, c'est plus le même métier. Quand en fait tu mets en scène le CEO et tu montres de manière indirecte en fait ce que tu veux vraiment produire. Donc je trouve que le move était hyper smart. Et du coup je pense que ça a été un très bon move. La croissance n'aurait pas été aussi rapide si jamais je pense qu'on n'ait pas pris le choix de foutre ma tronche. En fait t'as plein d'entrepreneurs qui sont géniaux et tu mets devant une cam, ils sont constipés. Et c'est un truc de ouf. Bienvenue sur le podcast High Value Entrepreneur. Je suis Roger et j'accompagne des entrepreneurs à tout éclater dans leur business. Ce podcast est produit par Tête de Tigre, l'agence de podcast audio et vidéo. Bon visionnage et bonne écoute. Salut Harold. Salut Roger. Je suis hyper content de t'avoir sur le podcast. Merci. On va se retrouver ensemble pendant un bon moment pour parler de toi sur plein d'aspects. Je vais t'éviter l'exercice de qui tu es. Okay. Je vais éviter de le faire moi aussi. Le podcast, il est fait justement pour qu'on puisse te découvrir toi pendant ce podcast. Mais je vais commencer avec une question directement droit au but. Comment on fait aujourd'hui pour créer Com et créer tout ce que tu as pu créer aujourd'hui avec Com? Vaste question. Vous avez 1 heure. Non, bah écoute, comment on fait on se sort un peu les doigts quand même, parce que honnêtement, donc on expliquera, j'imagine, comme après, mais une boîte de service, une boîte où t'as pas forcément d'abonnement, de recurring, etc. Donc où il faut que tu ailles à chaque fois, chaque mois, aller chercher un peu de sous pour pouvoir faire grossir la structure et de gérer une croissance, je pense saine, parce qu'en 3 ans, être 40, c'est une belle croissance, mais c'est pas non plus encore un truc de fou. Et je pense que c'est beaucoup de volonté, beaucoup de détermination et savoir prendre conscience que de se faire mal, ça fait partie du process, à mon sens. Et je pense que c'est principalement ça. Et moi, ça a été d'autant plus compliqué et on se connaît un tout petit peu, mais que j'ai pas forcément été le mec le plus studieux toute ma vie. Ce qui fait que quand tu dois vraiment tabasser des horaires de boulot de manière intensive, c'est à la fois de l'efficacité, mais aussi du volume. Bah c'est dur et du coup je crois que j'ai pris 2 fois plus tarif qu'un entrepreneur classique qui avait peut-être plus de facilité. Moi j'ai dû compenser avec des lacunes que j'ai pu avoir depuis un certain moment, je pense, donc voilà. À quel moment tu as créé Com? J'ai créé Com en septembre 2019, si je te donne le timing, et je l'ai monté en même temps qu'une structure que j'avais en parallèle qui s'appelait Tatami, que j'avais monté avec Olivier Ramel de Kimono et The Family. Et donc j'avais cette activité qui était mon activité principale, et je voulais lancer une muse, donc une boîte qui s'auto-alimente, qui était finalement Com. Et puis rapidement Com a pris le dessus, puis je me suis concentré à 100% sur Com depuis septembre 2019 du coup. C'est quand même très récent finalement, c'est une perf. Ce qui est Com aujourd'hui par rapport à la date de création, on est quand même sur un truc exponentiel. Ouais, bah après je pense que c'est propre à chacun, parce qu'il y en a plein si tu fais des comparaisons avec d'autres entrepreneurs, entrepreneuses, c'est microscopique. Ouais. Pour d'autres c'est bien, je suis quand même conscient, je vais pas faire le faux modeste, c'est quand même une super croissance, je suis super content de ce qu'on a créé, d'autant plus que dans mon industrie, ça repose sur l'entrepreneur forcément, les fondateurs, mais aussi et surtout sur les humains qui sont chez Com, parce qu'on est dans un milieu de créatif, donc tu vois, nous c'est pas un SaaS, c'est pas un logiciel qu'on a bossé pendant des années, c'est vraiment tous les jours, faut être créatif, faut apporter sa patte, faut être professionnel, et donc c'est-à-dire qu'on a su bien s'entourer. Et moi, je m'étais toujours promis que quand j'allais entreprendre, j'avais envie de le faire avec des personnes que je kiffe. Et donc là, je pense que c'est un pari tenu, parce que je pense pas qu'on aurait une telle croissance si on n'avait pas eu les bonnes personnes en interne. Le mot Com, ouais. K-O-2.M, ça vient d'où ce nom? Il faut que je storytell mieux, parce que c'est dégueulasse. L'explication est naze, donc il faut que je trouve il y a un mytho. Non, mais nous on veut la vraie explication, parce que okay. c'est la question que je pose quasiment à tout le monde quand ceux qui viennent, quand ils ont une entreprise, se dire mais attends, ce nom, on sait que le nom, il y a une part de on se donne une identité et on donne un prénom à quelque chose, limite c'est ton bébé, tu l'appelles comme tu veux, mais la quête du nom elle est intéressante, parce que parfois c'est par hasard, parfois c'est un truc. On a des gens qui m'ont dit le nom de ma boîte, franchement, un jour dans la salle de bain, boum, en sortant. Il y a d'autres, ça a une représentation, ça a une de dingue. La tienne, c'est laquelle?
Franchement, comme la je vraie pensais histoire, que, hein. la vraie histoire. Comme je pensais que ça allait être une muse, donc un side project, on sait pas avec Flo, donc mon associé et cofondateur, on n'a pas non plus planché dessus pendant des heures et des heures. On s'est dit, on fait de la communication, donc de la com, et en fait, je voulais personnifier avec Flo le nom de notre agence parce que c'est plus sympa d'avoir, c'est plus humain, tu vois, d'avoir un prénom. Et comme en plus j'adore ce prénom, et on a mis un K, on a mis un tréma un peu comme ça parce que c'est sexy, c'est stylé. On l'a tranché parce qu'on voulait faire un truc décalé, des contenus décalés. Ça s'est fait de manière hyper simple. On a brainstormé une demi-heure, on a pris ça, et honnêtement, je suis trop content parce que j'adore ce blaze. Alors je sais que ça se dit Keum pour beaucoup. Exactement. Il y a beaucoup d'Allemands qui me disent ouais c'est Keum, etc. Donc je ne savais pas, mais autant que ça veut pas dire pénis en japonais, c'est bon. Mais mais du coup on est bon là-dessus. Donc c'est juste de dire Keum. Ça se dit Keum plutôt que Keum, mais voilà. C'est-à-dire que si tu pouvais changer de nom, tu changerais pas de nom? Non, franchement, Ok. trop le nom, mais trop cool. Le fait d'avoir un nom qui soit ultra reconnaissable, aujourd'hui il est archi connu comme particulièrement sur LinkedIn, le fait de représenter quelque chose que toi t'as choisi un peu par hasard et d'emmener dans une direction beaucoup de gens, l'importance que ça a de créer un truc grand sur presque une idée à l'arrache, c'est un truc qui t'embête, Non, franchement non, parce qu'au final c'est un petit peu, enfin c'est pour moi c'est uniquement la vitrine un peu de ton magasin, mais au final c'est pas tout ce qui est à l'intérieur de ce magasin. Donc moi ce sur quoi je me focus c'est toute la réussite à l'intérieur, donc derrière le nom. La vitrine c'est très bien, moi j'en tire plutôt un truc assez positif de me dire on l'a fait un peu à l'arrache, on était à The Family sur un bureau en mode Wacom, Mosiel, let's go. Et je trouve ça marrant de se dire, putain, regarde, une idée un peu à l'arrache comme ça, entre deux potes, bon, au final, on construit un truc qui est cool. Donc j'en tire plutôt quelque chose de sympa, tu vois, à raconter. Avant de faire com, qu'est-ce que tu fais? Je vais jusqu'où? Là où tu as envie. Genre avant de créer Com, est-ce que tu as créé d'autres entreprises? Est-ce qu'il y a une idée, il y a quelque chose derrière avant Com, avant de lancer Com? Oui, alors il y a eu pas mal d'autres choses. Moi, j'ai plutôt le tempérament du mec qui veut faire 36 milliards de choses, avec les bons côtés et les moins bons. Mais donc du coup, je me suis vachement... j'ai essayé de me trouver au fur et à mesure de ces années. J'estime que notre génération, celle à venir et même celle précédente, vont vivre 1000 vies et j'en suis quasiment persuadé. Enfin 1000 vies en tout cas, ont la possibilité de changer de manière drastique son mode de vie et de métier, etc. Et donc moi, avant ça, j'ai fait une école de commerce en 5 ans. Pas très studio les 3 premières années, honnêtement. Vraiment, me faisait un peu chier en cours. Plutôt dernier de la classe, mais les notes qu'il fallait pour passer. Et pas très studio parce que t'aimais pas ce que tu faisais ou parce que c'est un rapport à l'école un peu bizarre aux études? Je pense que c'est un peu de tout. C'est que la manière dont l'éducation est amenée en France, je pense qu'il y a vraiment des points à améliorer, honnêtement. Je pense que l'envie, parce que j'ai été aussi éduqué un petit peu en mode faut se démerder, faut bricoler, bah, ça collait peut-être un petit peu moins à un truc un peu plus classique, tu vois, standard, où faut bosser juste bachoter à fond. Et parce que ça me plaisait pas tant que ça, honnêtement. J'avais jamais trouvé, à part le sport, un truc qui me bottait vraiment. Parce que mon père était champion olympique d'escrime et cette culture sportive m'a énormément, comment dire, ça m'a amené un prisme de vision qui découle de cette éducation sportive. Et si je reviens dessus, donc 3e année, à la 3e année, je fais une option entrepreneuriale, bon prof à l'école, il me met un peu une gifle en mode ah c'est stylé, et je décide de lancer une première boîte un peu comme ça avec Olivier Ramel de Kimono encore chez lui, et donc il y a un des meilleurs potes que j'adore, et donc du coup on décide de lancer une boisson qui s'appelait Ilo, une boisson énergisante, enfin l'inverse des boissons énergisantes, une boisson apaisante, parce qu'on était parti du constat que plus que n'importe où ailleurs, Paris c'est l'endroit où ça va vite, où ça booste, etc. Et on s'est dit plutôt que d'aller dans le sens des boissons énergisantes où tu vas encore plus vite, viens, on fait un truc où tu te calmes un peu. Ouais. Et la seule boisson qui te permettait de te calmer, c'était la vieille tisane de mamie. Donc on s'est dit, viens, on fait une boisson qui est sexy, bien brandée, etc. Et donc on a décidé de lancer Ilo, une aventure qui a duré à peu près 2 ans, si je te dis pas de bêtises, 1 an et demi, 2 ans. On a fait une campagne de crowdfunding, on a levé un peu de sous, on a développé la boisson de A à Z. Donc on avait un laboratoire à Évreux. Enfin c'était une aventure assez folle. J'ai bossé Salle de chez Salle parce que là il y avait les cours plus ça, et ça s'est soldé par une revente, donc c'était quand même assez cool. Et après ça j'ai tenté de remonter d'autres boîtes qui se sont cassées la gueule, donc on y reviendra peut-être après. Ensuite on peut y aller maintenant. T'as créé comme boîte après? J'ai monté une boîte qui s'appelait Mozi, qui était une boîte dans le textile, donc rien de très novateur, mais je rencontre un mec un jour, un Brésilien qui me dit, qui avait un t-shirt d'ailleurs, trop stylé avec une tête de mort mexicaine, et je dis trop beau ton t-shirt. On discute et il me dit bah écoute, je lance cette marque de fringues, est-ce que ça te chauffe, toi t'es un bon communicant, bon commercial, etc., est-ce que ça te botte? Je fais bah écoute, dans l'idée oui. Donc on avance un peu dans l'histoire, 6 mois se passent pour pas
prendre trop de temps sur les détails. On investit un peu d'argent, un peu de communication, shooting, etc. On décide de lancer la boîte officiellement. Donc on a fait appel à 4-5 influenceurs, notamment Antoine Fonbonne, je me rappelle encore, qui est un mec dans le fitness, à qui on a lâché un petit billet pour pouvoir faire du marketing d'influence. On balance le tout après beaucoup de mois de travail. Et il s'avère que c'est une catastrophe parce que tous les commentaires nous parlent de plagiat d'une boîte qui s'appelait merde, je sais plus comment ça s'appelait. Bon bref, une marque qui marche super bien d'ailleurs, mais c'était un plagiat copié-collé d'une marque qui était déjà lancée avec une tête de mort mexicaine. Je vais voir mon associé, je lui dis frérot, tu m'avais pas juste parlé de ça, que c'est en fait un copycat d'une boîte qui était néerlandaise, et il me dit oui, mais en fait la tête de mort mexicaine c'est un truc que tu peux pas déposer, c'est un truc qui est lié, enfin qui ne peut pas être déposé parce que c'est un truc qui est, tu vois, public, donc on est dans nos droits. Je m'en fous que légalement on soit dans nos droits, juste c'est le bordel. Donc du coup on avance un peu, on essaie de se démerder pour pouvoir faire rattacher un peu ne pas faire couler le bateau, et puis au final il s'avère qu'on stoppe notre relation parce que j'estime que quand tu commences une relation entrepreneuriale avec un échec pareil et un manque de confiance et de communication, c'est que ça fonctionne pas. Donc ça a été hyper perturbant parce que tu vends ta boîte juste avant et juste après en fait tu te fais un peu ken par ton associé, ça fonctionne pas, tu perds de l'argent, du temps, ça a été hyper compliqué à gérer, donc voilà. Mais après je suis reparti dans le salariat qui m'a fait un bien fou, où j'étais en finance. J'ai détesté d'ailleurs au passage. Ensuite je suis allé en cabinet de recrutement en tant que consultant recrutement, puis head of sales pendant 2 ans, et ça j'ai adoré. Simplement j'avais envie d'entreprendre, j'avais envie d'avoir ma structure, et j'avais proposé au CEO que j'aime énormément, qui est Adrien de La Relève, lui proposer de m'associer avec peut-être des pourcentages très minimes. J'avais 25 ans peut-être, je sais plus quel âge j'avais, bref, et pas forcément la même vision. Et puis le mec, ça faisait 7 ans qu'il avait sa boîte, il a peut-être pas envie qu'un pecno arrive et lui passe des parts. Donc du coup je décide de partir de la structure et de monter Tatami, donc le cabinet de recrutement de commerciaux, vraiment orienté pour les startups avec Olivier. Et donc ensuite je t'avais expliqué un peu la suite, Com qui arrive juste après ça. Qu'est-ce que tu as bien aimé dans cette période où tu étais salarié ? En fait, il y a du stress partout, entrepreneur, salarié, c'est clair, mais c'est un niveau de stress qui est un peu différent. Quand tu sais que tu dois faire vivre des gens, vraiment leur payer des salaires, et que si jamais à 18h, t'as pas encore suffisamment de sous sur ton compte, t'es salarié, tu rentres quand même un peu chez toi. T'es entrepreneur, c'est pas le cas. Et donc du coup, t'as une espèce de... Moi, je le sens avec Com, j'ai un stress continu, honnêtement. Alors dû à ma personne, puisque je suis quelqu'un de relativement stressé de base, mais encore plus quand tu es entrepreneur. Donc j'ai trouvé un peu une bulle d'air entre la violence de l'entrepreneuriat qui nécessite vraiment de se faire mal, et la violence aussi du salariat, parce que je suis pas en train de dire que le salariat tu fous rien, pas du tout, loin de là, mais c'est une pression qui est totalement différente, et que j'ai ressenti que du positif à ça, honnêtement. Juste mes premiers amours d'entrepreneur, et puis je pense que tout le monde peut devenir entrepreneur, mais tu as des gens qui ont des sensibilités à ça. Moi clairement j'en ai une, et donc du coup ça m'a donné trop envie et j'ai décidé de me relancer. Qu'est-ce que tu as appris de ton épisode dans le salariat qui soit aujourd'hui te sert, soit t'a servi pour ensuite faire ce que tu fais aujourd'hui dans l'entrepreneuriat ? Franchement, c'est vraiment les contre-exemples. En finance, j'ai vu tout ce qu'il fallait pas faire en termes de gestion managériale. Et je me suis toujours dit que j'allais monter une structure, donc je me suis toujours dit chaque expérience que je vais avoir, soit en mode caméléon et surtout soit en mode éponge, apprends et comprends ce que toi t'aurais aimé que ton patron te fasse avec toi pour pouvoir dupliquer ça quand tu auras une boîte demain. Et donc je faisais un peu un audit de manageuse qui a été infernal, mais vraiment infernal, et c'était un enfer. Et donc je me suis toujours dit que quand je monterais ma boîte, le premier sujet sur lequel je m'orienterais, c'est la partie RH, la partie humaine. En plus, je suis comme ça, je suis un mec plutôt gentil de base. Alors, ça a beaucoup de limites d'ailleurs, et tu le sais parce qu'on en parle beaucoup quand on discute ensemble. Mais et on y viendra peut-être après. Mais en tout cas, je me suis promis que l'humain allait être le centre de mes focus quand j'allais entreprendre, et que j'étais persuadé qu'une personne avec qui tu as la bienveillance, de la communication, et quelqu'un qui se sent bien, il t'amène ta boîte 100 fois plus loin que si jamais tu as un management comme celui que j'ai reçu en mode, à l'ancienne, quoi. Vraiment le classique de il est 17h59, pas 18h, tu pars pas alors que j'ai fini mon taf depuis 1 heure. Je sais pas, et puis un espèce d'oppression, je sais pas, j'ai vraiment pas kiffé. Donc ça a été un super exemple, super contre-exemple qui m'a permis de pouvoir me dire demain, c'est une nouvelle pierre que je mettrai dans le lancement de ma boîte. Tu penses que tu aurais eu cette sensibilité si tu n'avais pas fait un épisode dans le salariat, où te rendre compte que finalement, qu'en fait, tu es passé limite des cours à devenir entrepreneur, à l'épisode devenir salarié dans plusieurs entreprises. Est-ce que tu penses que tu aurais eu cette sensibilité si tu n'avais pas fait ce jump dans le salariat ?
Je pense que oui, mais pas à la même échelle, à mon avis. C'est vraiment une question de niveau. Et je pense que j'ai toujours été quelqu'un d'humain, et je le serai toujours, parce que c'est vraiment dans mon tempérament. Et parce que j'ai une éducation où moi, je n'ai pas le storytelling de plein d'entrepreneurs où je viens de la rue, machin. Moi, je viens d'une famille aisée, d'une famille aimante de ouf. J'ai la meilleure famille du monde. Donc tout ça, c'est un truc qui est vraiment ancré en moi. Et tout ça pour te dire donc, du coup que je pense que je l'aurais intégré, mais peut-être pas suffisamment et peut-être pas à un niveau qui est nécessaire pour pouvoir vraiment transmettre ce que tu as envie de transmettre à tes équipes. Donc je suis hyper content d'avoir eu des... C'est pas une mauvaise expérience, c'est vraiment un enseignement que j'en ai tiré, tu vois. Et donc du coup j'ai trouvé ça hyper constructif. Ouais. Moi j'ai été salarié pendant 10 ans dans une compagnie aérienne. C'était ce qui a été, je pense, aujourd'hui dans ma manière d'appréhender avec les entrepreneurs avec qui je travaille, d'avoir 10 années et dans plein d'autres tafs en tant que salarié avant de devenir et d'être entrepreneur aujourd'hui, qui sont une giga force pour comprendre énormément de contexte. J'étais salarié dans des restaurants, dans des compagnies aériennes pendant 10 piges et de me rendre compte, là, on parle de culture d'entreprise, on parle de prendre, tu vois, genre, dans une compagnie aérienne, il y a plein de trucs qui sont super intéressants. Et je pense que si j'avais pas été salarié dans des compagnies aériennes ou dans d'autres structures, j'aurais pas une vision aussi large du monde de l'entreprise. Sauf que moi, j'ai un prisme qui est au-dessus et de tous les enjeux que ça prend. Il y a des entrepreneurs qui disent, grosso modo, faut te lancer dans l'entrepreneuriat direct. D'autres qui passent de salarié à entrepreneur. Est-ce que toi, il y a un contexte que tu penses est le mieux et le plus approprié au vu de ton parcours ou alors Je pense que c'est vraiment propre à chacun, honnêtement. Et comme je t'ai dit, je pense que tu as des personnes qui ont été extrêmement studieuses pendant 5 ans en école de commerce, par exemple, et qui se lancent direct et qui ont déjà une espèce de structuration, de mode opératoire qui est, je pense, d'ailleurs indispensable pour se lancer. Et moi, j'en paye les pots cassés parce que de lancer un peu à l'arrache en mode bootstrap, c'est stylé de dire à tout le monde, genre, ouais, lancez-vous et voyez. Il y a un moment où si t'es pas structuré à un démarrage, toutes les fondements de ta pyramide, si elles sont bancales parce que ton admin n'est pas ouf, ta finance pareil, tes choix du début sont pas bons, tout ce que tu vas construire au-dessus, au final, c'est une espèce de tour qui est un peu bancale et rapidement elle peut se péter la gueule. Et donc, bref, tout ça pour revenir sur ce qu'on se disait, que je suis pas sûr qu'il y ait un mode opératoire qui soit meilleur qu'un autre, plus que propre à chacun. Et c'est le découlé un peu de l'historique de chacun qui fait le contexte des entrepreneurs qui fait que tu as un scénario qui fonctionne mieux avec un et un peu moins bien avec un autre. Donc je dirais qu'il faut trouver le juste milieu. Je sais pas, juste milieu, tu vois. T'as pas un parti pris, je sais, parce qu'il y en a qui sont non, il faut se lancer directement, d'autres qui disent passer par le stade du salariat. Moi, j'irais presque moi à dire, si je devais prendre position là-dessus, moi je dirais que le fait de passer par le salariat te donne la compréhension d'un contexte que toi-même tu veux créer. Si tu passes pas, je dis pas que c'est pas bien et que tu vas moins le comprendre, mais ça te permet de te dire waouh, en fait, un peu comme tu viens de vivre, tu vois, genre je sais ce qu'on peut vivre en étant comme ça, et qu'à la tête, finalement, celui qui a la tête, j'exagère en disant s'il a jamais été, c'est plus dur. Et de voir, attends, les gens ils sont pas proactifs. Ils disent 17h59, ils s'en vont, ils se cassent à 18h. Putain, c'est très bizarre. Peut-être comprendre les raisons. Moi, je dirais que si je prends position, le fait de passer par le salariat est une super école pour devenir entrepreneur. Et parce qu'en fait, il y a aussi ce truc de beaucoup moins ces derniers temps, j'ai l'impression, entre une sorte de salariat versus entrepreneur. Et je pense que là-dessus, on est totalement d'accord. Moi, je suis archi content qu'il y ait des gens qui soient salariés et qui ne veulent pas devenir entrepreneurs. Parce que si tout le monde veut devenir entrepreneur, il n'y a pas d'entreprise. ou alors c'est très compliqué, ou alors ça va être c'est intéressant. Mais devenir salarié et passer par un stade de salarié, ça apporte quand même de mon point de vue. Et on est un bel exemple aussi, hein. Peut-être que aujourd'hui, avec le fait de grandir et d'avoir fait ce stade-là, fait que l'humain est encore plus important qu'il aurait pu pour la suite. Après, peut-être juste pour challenger et refaire le monde, peut-être aussi que en étant salarié, avec la logique de me dire je comprends et ensuite j'applique en fonction de ce que j'ai de la conclusion de mon salariat, je me dis que ça te donne aussi des codes préétablis avec une appréciation propre à chacun, mais qu'en fait tu as quand même tes espèces de codes. Et peut-être que justement ce côté un peu inconnu de l'entrepreneuriat où tu dis mais en fait je le fais comme je le ressens réellement, peut-être qu'en fait ça peut avoir aussi une bonne asset. Tu vois, comme je ne connaissais Walou à la vie de rien. Et je fais le parallèle avec ça parce que ça a eu du bon dans le lancement de Com, parce qu'en fait, j'ai proposé des choses qui sont incohérentes avec le marché, mais au final, Flo, qui lui était totalement expert, se disait putain, c'est peut-être pas con. Alors qu'en fait,
si jamais, tu vois, il avait pas tout cet historique un peu culturel de ton industrie comme du salariat. Donc peut-être que ça peut avoir du bon aussi de se lancer en mode. Ce qui est génial, c'est que on a les deux, tous les points de vue comme tu l'as expliqué sont archi bons et tout dépend du contexte. Merci d'être allé là-dessus parce que ça permet de dire aussi, non, en fait, même un parti pris sur lequel tu penses avoir raison te permet de te dire, en fait, la fraîcheur de pas le savoir et de pas connaître le contexte t'amène dans des directions, mais que les deux sont compatibles. Com, une fois que c'est la tête de mort qui met fin à cette aventure, il y a d'autres choses qui se passent avant de créer Com. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe de la finance, il se passe de la relève dont je t'ai parlé, cabinet de recrutement, il se passe Tatami. Oui, Tatami. Et ensuite Com, donc pas mal de choses quand même. Tatami, ça se passe comment? Tatami, ça se passe en mode je suis à la relève, je suis très bon commercial, vraiment, et je me dis putain, mais je peux le faire pour moi, honnêtement, je ramène 200, 300 000 par mois, je peux faire la même chose pour moi parce que c'est vraiment la valeur de l'humain qui joue beaucoup dans le recrutement. Et je veux le faire, et je vois en plus un de mes meilleurs potes qui commence à bien réussir avec Kimono, où je me dis putain, mais moi aussi on a vendu notre première boîte, c'était ouf, ça me donne trop envie. En plus il gravite dans l'écosystème de The Family que je connaissais pas du tout parce qu'il a lancé Kimono avec The Family, et du coup je me dis c'est lourd, et donc j'en parle à Olive et je lui fais frérot, il faut que j'aille à The Family, c'est obligatoire, ça me donne trop envie. Et aussi un petit peu, tu vois, ce sentiment de FOMO, genre en mode j'ai mon pote qui entreprend, d'autres aussi, moi aussi il faut que j'en sois. Et j'ai toujours un peu cette culture du FOMO. Et du coup, j'y vais. Je dis à Olive, il faut que je rencontre Oussama Hamar, etc. Je le rencontre, je lui parle de Tatami, donc cabinet de recrutement spécialisé commerciaux pour les startups, parce que c'est le nerf de la guerre. Il accroche bien et on décide de lancer la structure ensemble. Donc, ils prennent des parts dans la boîte. Olive aussi, un peu en mode mentor, founder, sleeping founder, parce qu'il n'a pas été dans l'opérationnel, dans le dur. Et on décide de se lancer. Et puis, ça marche bien, honnêtement. Encore une fois, c'est un secteur qui fait beaucoup d'argent rapidement. T'as pas besoin d'avoir 40 salariés pour faire beaucoup d'oseille. Et sauf que je me suis rapidement fait yesh parce que j'ai pas trouvé autant de sens que j'en trouve, tu vois, dans Com, où j'aime faire 36 milliards de choses, comme je te disais. Moi, j'aime me mettre en avant aussi. Il y a trop de choses qui me dérangeaient. Mais ça fonctionnait bien, donc on l'a continué. Et puis, au moment où je m'étais dit, j'ai envie de me lancer une muse qui est Com. Et où là, pendant, je crois que ça durait même pas 3 ou 4 mois la transition, où j'ai bossé 90% pour Tatami, 10% pour Com, jusqu'à en 4 mois que ce soit un 80-20 pour Com, avec une fille qu'on avait recrutée, Juliette, qui a été extraordinaire, mais à qui était arrivée en salarié et au final qui a été une nouvelle CEO avec plein de responsabilités, et ça a été hyper compliqué pour elle. Donc du coup, il y a un moment, on s'est dit avec Olivier, vas-y, stop, prends la décision, Harold, de stopper Tatami et va sur Com, et je pense que c'est la bonne décision que j'ai prise. Quand tu commences à faire Com, c'est quoi ton intention au début? Franchement, il y en avait très peu, honnêtement. Et c'est ça que je trouve assez ouf, c'est qu'on s'est lancé un peu en mode vas-y, go. Et enfin, so what en gros, on le fait, puis on voit, tu vois. Et on a eu 2-3 bons moves assez smart qu'on a pris, 2-3 coups de chance aussi, qui font partie quand même je pense, de chaque entrepreneur. Et puis la sauce a pris assez rapidement. C'est ça que j'aime aussi dans le service. L'avantage que ça a, c'est que si tu as un truc qui fonctionne, tu vends direct et tu as de l'argent cash sur ton compte. Ce qui te permet rapidement de pouvoir avoir une logique de croissance si t'es bon. À l'inverse, et je dis pas que c'est moins bien, mais la logique de logiciel, de SaaS, où tu as besoin d'avoir 1, 2, 3 ans d'R&D avant vraiment de te dire ok, est-ce que le marché, est-ce que ça va plaire, est-ce que tu vas faire de l'argent. Moi, ça me botte plus le côté let's go, tu vois. Et je l'ai toujours, parce que même Com aujourd'hui, il y a une espèce de running joke qu'on a avec tous les gens de Com, c'est que le lundi, quand j'arrive parfois avec la réunion du lundi, je dis les gars, j'ai une nouvelle idée, tout le monde dit oh putain, parce qu'il y en a toujours une nouvelle, il y a toujours un nouveau truc qu'on veut lancer, etc. Et voilà, tempérament un peu velléitaire, on va dire. Quand on connaît rien ou quasiment rien à l'audio, vidéo, et qu'on se lance là-dedans, c'est quoi les premiers challenges sur lesquels on tombe, qui sont durs à gérer et qui donnent le ton de l'aventure? Honnêtement, celui qui a pris vraiment tarif, c'est Flo. Parce que Flo, donc moi entrepreneur de base, même s'il est devenu un excellent entrepreneur qui est plus de l'ombre et que je respecte comme jamais. Flo, 40 ans, parcours freelance, tous les métiers de l'audiovisuel, pas du tout d'entrepreneur, lié à l'entrepreneuriat. Et il y a un jour où il y a un petit teubé de 28 ans qui vient le voir en mode genre ouais frérot, t'es chaud, on monte un truc à 1 000 €, parce que c'était l'offre de lancement, ce qui est pas du tout raisonnable par rapport à l'industrie de la vidéo. Et je lui dis t'inquiète, on va tout baiser. Et qu'il arrive et qu'il se dit, alors qu'il a 2 filles, sa femme, un prêt, etc., qui fait go, j'ai trouvé ça magique. Donc je me suis un peu éparpillé, pardon, de ta question, mais je voulais c'est quoi parce qu'en fait, en restant là-dessus, Flo, c'est ton associé à ce moment-là? Ouais.
Comment vous êtes rencontrés? J'ai fait passer donc moi j'avais pensé à Com pendant 1 ou 2 mois, j'avais un peu réfléchi à la stratégie et rapidement je me suis dit qu'il me fallait quelqu'un dans la technique puisque je ne connaissais rien. Donc j'ai un peu ouvert mon réseau. Un story Instagram, ça s'est fait comme ça. Hein. Je cherche un associé dans l'audiovisuel qui connaît qui. J'ai eu pas mal de contacts. J'ai rencontré 1, 2, 3, 4 personnes, dont un d'ailleurs, dont je tairai le nom, mais à qui j'avais proposé de prendre la place de Flo et qui n'a pas voulu parce qu'il avait une proposition chez M6, je me rappelle. Et il m'a dit, je sais pas, machin. Il a pris sa décision de ne pas venir et je me rappelle qu'il m'avait envoyé un message 2 ans après en me disant ça a été une grosse erreur, machin, etc. Enfin bref, parenthèse refermée. Jusqu'à rencontrer Flo et Flo, ça a été un coup de cœur cash. Un peu comme, tu vois, quand t'as rencontré ta femme dans la rue, c'est la même chose. Tu le regardes, tu fais oh yeah. Oh yeah. et comment ça se passe? Vous êtes complémentaires ou c'est juste émotionnel, on va dire. C'est les deux, parce qu'en fait, il y avait vraiment, il y a, je pense, dans l'association, tu as 2 éléments majeurs. Tu as 1, le fit humain, et tu as 2, la technique. Si jamais tu as besoin d'avoir des expertises. Moi, la technique, c'était assez facile. C'est montre-moi ce que tu as déjà fait, viens, on teste, et est-ce que ça coche les cases ou non. Flo, j'ai vu toutes les réals qu'il a faites, c'était ouf. Donc là-dessus, rapidement, je pouvais être serein sur la partie technique. L'autre versant, c'est est-ce que le fit passe ou pas. Et ça, tu connais, c'est pas très palpable, c'est juste que tu sens le truc. Il y a des fois où tu te plantes, il y a des fois où tu te plantes pas. Moi, je me suis pas planté, et c'est, je pense, aussi l'historique de tout mon passé qui fait que j'ai commencé à avoir un petit peu un nez sur certaines personnes. Et donc là, les 2 fonctionnent parfaitement. Et Flo, 3 ans et demi après, on ne s'est jamais embrouillé. Alors, il y a des moments où on n'est pas d'accord et c'est ça, c'est la base, mais jamais, tu vois, jamais de coup de cul, jamais de. Enfin, franchement, ce mec, franchement, c'est un énorme coup de cœur, ce mec, vraiment. Les premières galères, parce que là, on a le contexte. Les premières galères avec Com, franchement, c'est quoi? Les premières galères, je dirais qu'elles sont arrivées il y a pas si longtemps que ça. Parce que tu as les galères des lancements, tu as essayé d'avoir des nouveaux projets, etc. Mais ça, c'est propre à chaque structure. A priori, aucune boîte en un claquement de mois explose et fait 10 milliards de CA, tu vois. Donc ça, c'est un peu normal. Mais là où ça devient plus compliqué, et c'est très récent, ça fait à peu près 6 mois, c'est qu'on est nombreux chez Com. J'ai toujours eu cette envie d'être avec mes équipes, d'être très dans l'humain, etc. Et je me suis toujours dit, mais si t'es 30, 40, ça va, tu vas voir tout le monde, c'est facile. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, à 40, il y a des personnes que je vois, etc., mais à qui je ne me suis pas posé pendant 1 heure pour discuter, alors qu'ils sont là depuis 2 mois. Et ça, pour moi, c'est les vraies premières galères, c'est de se dire comment tu fais pour continuer à avoir une boîte qui est pérenne, qui grossit, mais en même temps réussir à être avec tes équipes parce que c'est ce sur quoi tu as voulu construire Com. Et là, c'est vraiment l'espèce de bon juste milieu qu'on est en train d'essayer de trouver, qu'on n'arrive pas forcément encore à trouver, honnêtement. Et je dirais que c'est ça mon gros challenge. Donc c'est 3 ans après, tu vois. Honnêtement, c'est ça ma vraie première galère. Si je t'enlève le Covid, parce qu'on a lancé la boîte 6 mois avant. Mais voilà, tu vois, ça c'est vraiment, je trouve, celle qui est la plus notable. Aucune galère à peu près avec les clients ou trouver des clients, tout ça, ça n'a pas été... Si, il y a eu des clients pas contents, il y a eu aussi, bien sûr. Mais ça, tu vois, je pense que c'est comme n'importe quelle entreprise. Donc, je suis même pas sûr que je considère ça comme des problèmes notables. Ça fait partie de la vie d'un entrepreneur et d'une boîte qui croit, tu vois. Mais si je dois trouver une autre que celle très fraîche... T'es pas obligé, hein. Si aujourd'hui tu le vois pas comme ça, pas très grave. Sur l'aspect humain, comment tu penses... Allons sur l'idée de comment tu penses que tu vas réussir à résoudre cette équation, qui est une équation ultra importante pour toi. Genre que les idées qui te viennent aujourd'hui, c'est quoi? C'est recruter les bonnes personnes, en fait. Moi, j'ai définitivement acté le fait que je sois un mauvais manager. Honnêtement, je me le suis ancré, je l'ai compris, j'ai essayé, mais je suis mauvais manager parce que, et c'est pas pour faire le vieux truc storytelling, je suis trop gentil. Je ne sais pas. Tu vois, j'ai mes directeurs de pôle, il y a des OKR à tenir, ils les tiennent pas. Normalement, c'est ça pas. Moi, c'est les garçons, c'est pas bien. C'est pas comme ça que tu tiens tes équipes, tu vois. Et je suis pas bon là-dessus. Donc je sais, et on est en train de finaliser un recrutement. Je t'en parlais juste avant, d'un CEO, d'ailleurs d'une CEO. Qui nous rejoindrait et qui prendrait vraiment en fait le rôle à terme du CEO de Com opérationnel, et que moi je me concentre là où j'ai vraiment de la valeur, c'est les idées stratégiques, c'est le micromanagement, c'est juste en fait embarquer les gens avec moi parce que c'est ça que je sais faire, et les big ID, la stratégie, la partie sales parce que je suis pas trop mauvais là-dessus, mais vraiment la gestion pure et dure de la boîte, je pense que je suis plus à la hauteur, honnêtement. Tu n'imagines pas le nombre de gens qui me disent cette phrase. Sérieux? Putain, je pensais que c'était le seul aveu du... Ah non, en fait, ils l'ont peut-être pas forcément dit aujourd'hui parce qu'on n'a pas abordé le thème avec les gens avec qui on l'a fait avant, mais le nombre de personnes qui me disent que, managériellement parlant, quand on devient entrepreneur, puis là, pour le coup, là, tu deviens
plus dirigeant d'entreprise. Je dirais pas qu'il y a une différence entre entrepreneur et dirigeant, mais le mindset de l'entrepreneur et le mindset du dirigeant, c'est potentiellement deux choses différentes. Bah là, quand tu commences à devenir dirigeant et la CEO, comme on dit plus couramment actuellement, le management d'un CEO sur les focus qu'il faut avoir, cet esprit de la plupart des entrepreneurs avec qui montent et qui font comme toi, c'est un des sujets les plus compliqués. Yeah. Parce que le mindset de devenir entrepreneur, on grandit, c'est la croissance, c'est la structure plus croissance, excessivement compliqué. Et je trouve que c'est plutôt giga intelligent de ta part de te dire je vais me prendre un CEO sur cette partie, parce qu'il y en a plein qui ne veulent pas lâcher en estimant que bah, c'est leur rôle ou qu'ils doivent le faire et qu'ils le vivent très mal. Comment tu arrives à faire ce truc en disant je lâche prise, parce que tu pourrais très bien rester, hein, je lâche prise pour dire je mets quelqu'un à la place et je passe sur autre chose, en sachant que c'est ton bébé en plus. Ouais, bah je pense être un peu humble et savoir se dire ok, il y a un moment où c'est pas parce que t'es le CEO, t'as été celui qui a lancé la boîte, que c'est-à-dire que t'es bon partout. C'est comme, tu vois, quand souvent, je me rappelle quand dans le recrutement, tu recrutes un sales, le sales surperforme pendant 6 mois, 1 an. Donc c'est-à-dire que le mec fait le meilleur, ou la fille bien entendu, fait les meilleures performances. Et tout de suite, c'est ah bah attends, il faut que je devienne head of sales. Mais en fait, pour moi, c'est deux métiers différents. Ouais. Si tu viens à la tête d'une équipe et que tu manages, c'est plus le même métier. Et en fait, c'est exactement la même chose pour un entrepreneur. Un entrepreneur, comme tu l'as dit, c'est celui qui va être fou et qui va vouloir faire grossir sa structure. Après, celui qui va, de ces décisions qui sont prises, les mener en opérationnel, c'est un autre métier en vrai. Ouais. Et donc, comme moi, je vois que mes idées qui sont dans ma tête, où je me dis, c'est lourd, qu'en fait, je dois les mettre sur papier en me disant, alors attends, les coûts, la structuration, la renta, c'est pas le même métier, à mon sens. Alors après, beaucoup me diraient, mais pas du tout, un bon entrepreneur, c'est celui qui gère bien les deux. Et je suis assez d'accord avec eux. Mais moi, j'ai eu le recul, et je suis assez fier de moi pour ça, de me dire, et les coucougnettes, de te dire que t'es pas bon là-dessus. Et soit t'essayes de progresser, c'est ce que j'ai fait pendant 1 an. Moi, je suis pas du genre à lâcher prise en me disant, je sais pas faire. Oui. J'ai essayé, je me suis fait mal, j'ai vraiment été dans le dur. Et je sais bosser en plus quand il faut. Mais il y a un moment où je sens que ma productivité, mes performances, elles sont pas optimales. Donc ça sert à rien autant de déléguer à quelqu'un qui saura parfaitement le faire. Et je trouve que le combo est magnifique. Un génie fou, la personne qui le gère en opérationnel, c'est magnifique, tu vois, c'est le meilleur des duos. Et comment ça se passe avec parce qu'aujourd'hui, il y a Camille qui est dans l'aventure en tant qu'employé. En tant qu'employé, qui est quand même très présent. Ouais, bah. Qu'on voit quand même beaucoup, qui a failli venir. Ouais. Ça aurait été trop cool de l'avoir. Le rôle de Camille aujourd'hui dans ton aventure? Le premier rôle qu'il a, c'est que c'est mon soutien, c'est un renfort pour moi émotionnel, psychologique de ouf, parce que Camille, c'est mon ami de base. Et ça reste, quand on me dit qui est Camille, quand on me parle dans le cadre du boulot, je dis que c'est mon ami. C'est la première manière dont je le définirais. Et ensuite, c'est le directeur du média. Donc, il a un peu ventilé au sein de la structure ce qu'il est arrivé au tout début. Il a été chef de projet. Ensuite, il est monté sur le média. Ensuite, il est à la direction du média. Et indépendamment de cette partie opérationnelle chez Com, il me permet en fait de me soutenir dans mes idées folles, où il me dit attends, ça frérot, c'est pas bon. Tu vois, en fait, j'ai le sentiment de pouvoir me confier à cette personne, parce que quand je me confie, c'est l'ami qui me répond, mais en même temps, ça a un impact dans l'opérationnel. Versus aller donner tes craintes, tes interrogations à d'autres personnes chez Com qui sont plus du taf. Ça peut créer des doutes, etc. Donc en fait, ça, c'est un des meilleurs renforts. Et tu vois, parfois, je m'en veux parce qu'il a des enjeux qui sont assez importants, il a des objectifs qui sont énormes, et il y a des fois où il n'y arrive pas, et où j'ai tendance à être très dur avec lui. Mais je me dis, cette partie, c'est une partie de son job, mais l'autre, c'est justement tout le renfort qui m'apporte. Et ça, il faut que je l'intègre un peu plus. Et tu vois, je m'en veux parce qu'aujourd'hui, j'étais encore bien épicé avec lui, alors que le renfort, c'est aussi sur tout ce qui n'est pas que de l'opérationnel et du chiffre, tu vois. Et voilà. La suite de Com, ce qui s'est passé énormément de choses au moment où tu l'as lancé et où est-ce que tu en es aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un élément de Com que tu n'as pas eu l'habitude de dire, en tout cas une des choses qui ajouterait du piquant à la légende Com, ou qui serait intéressant que tu nous partages sur Com? Un genre de nouveauté? Soit une nouveauté, soit un truc que tu n'as pas l'habitude de dire, parce que t'es pas mal, on t'a beaucoup t'entend quand même, parce que tu as quand même une communication de dingue, tu communiques archi bien. On s'est quitté sur LinkedIn, on s'est quitté beaucoup sur LinkedIn, peut-être un peu moins sur Insta et dans la vie réelle. Est-ce qu'il y a quelque chose, parce qu'il y a plein de gens qui vont découvrir, je pense aussi aujourd'hui, sur Com, que soit on ne connaît pas, soit qui mériterait d'être plus connu? C'est une bonne question. Plus connu, c'est peut-être toutes les équipes parce que, encore une fois, tu es dans une industrie
où chaque fois que tu bosses pour un projet, tu mets un peu du tien et tu as un truc très artistique. Donc ce qui est hyper dur, et c'est peut-être ça une vérité à annoncer, mais qui doit être propre à pas mal d'autres industries, c'est que tu dois composer entre des équipes à qui tu as envie de leur donner cette motivation quotidienne parce qu'ils sont artis et qu'ils ont besoin de voir du beau dans ce qu'ils produisent, mais en même temps de la rentabilité à avoir, gagner de l'argent, que le client soit content, et parfois un client content c'est pas du tout prendre les meilleurs choix artistiques au monde. Et donc en fait je dois composer entre un client qui est content, entre de la renta pour que la boîte elle grossisse et qu'il puisse être payé, augmenter, etc. Et en même temps chaque personne qui, avec leur spécificité, le son, l'image, la lumière, le truc, ce qui fait que tout ça, c'est un espèce d'énorme puzzle où tu dois essayer de composer au mieux pour que tout le monde soit le plus content possible. Et ça, c'est un truc qui est extrêmement compliqué, et j'ai l'impression à chaque fois que c'est une nouvelle bataille dès que tu as un nouveau projet. Donc c'est à la fois un stress parce que tu dis putain, à chaque fois j'y retourne, je retourne au charbon et je recompose avec ce puzzle. Et en même temps, moi, c'est ce qui me fait kiffer, ce qui font kiffer les gens de Com, c'est que t'as pas une journée qui se ressemble. Ça n'existe pas. Tu viens chez Com, moi j'ai des potes qui sont venus et qui sont restés une journée, ils me disent mais c'est un peu le cliché des artistes fous, tu vois. Tout est grand, tout est immense, tout le monde gueule partout. Et j'adore ça. Moi, j'aime trop ce cliché un peu arty, en enlevant tous les mauvais côtés de l'agence. Sur lesquels il y a beaucoup de choses à améliorer. Et voilà, donc je dirais ça, c'est la composition du puzzle qui est pas forcément facile tous les jours. Les enjeux pour Com aujourd'hui, pour l'avenir? Pérenniser la croissance, je pense, parce qu'une grosse croissance est toujours très dangereux en vrai. Donc la pérenniser, la structurer correctement, senioriser la boîte, de ouf. Parce que la logique de croissance, c'est tu recrutes stages, alternants, des CDI au premier prix, etc. Là, je veux vraiment structurer la boîte avec des personnes que tu payes cher, il faut l'admettre, et c'est comme ça. Et je veux vraiment senioriser ça pour que les pôles soient vraiment bien structurés, structurants. Et mon objectif, c'est qu'en 2024, si je parte 1 an de Com, la boîte dépote de ouf. Parce que là, elle est encore très dépendante de moi, opérationnellement parlant, et que c'est pas bon à 3 ans et demi. C'est pas stylé de dire je suis bien dans l'opérationnel. En fait, c'est juste que ça veut dire que le modèle ne me fonctionne pas suffisamment bien. Donc, c'est huiler ça pour que vraiment en 2024, le 1er janvier, je me barre, ça roule du feu de Dieu. Et ça, c'est mon objectif. Il y a un rôle de prendre plus de terre pour avoir d'autres projets à côté, ou c'est vraiment l'histoire de dire que tu as créé quelque chose et que cette chose, cette muse, finalement, on reste sur l'idée presque de la muse, finalement, qui revient, qui tourne derrière, c'est de te dire j'ai créé quelque chose qui peut continuer de vivre tout seul, entre guillemets, et que toi, tu restes juste sur la partie où tu es le meilleur. C'est moins pour faire d'autres choses à côté, même si j'ai quand même pas mal de temps à rattraper avec ma chérie, avec d'autres projets, parce que j'ai quand même on va en parler après. bien bombardé. Mais c'est plus que de me dire que ça voudra dire que les process sont correctement établis, parce que c'est comme ça qu'une boîte doit fonctionner, c'est sans son CEO à mon sens. Donc c'est plus ce challenge-là, de me dire si on fait ça, c'est qu'on a réussi. Et en plus, c'est que personnifier sa boîte avec un visage et autres, c'est génial parce que c'est différenciant, parce que les marques médias, elles sont en train d'exploser en France, aux États-Unis en tout cas, et ça arrive bien en France. Mais que c'est pas un désavantage, mais ce qu'il faut bien intégrer et garder en tête, c'est que faut pas rendre dépendant de ta structure d'une personne, parce que si demain je meurs, si demain je me barre, si je m'embrouille avec Flo, il faut que la boîte continue à vivre. Ouais. Donc ça, je l'intègre, et je pense que ce sera donc un bon signal de réussite si jamais j'arrive à, encore une fois, pouvoir partir et que ça fonctionne. Ça peut être intéressant qu'on aille sur le sujet de... Il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de personnes qui veulent créer des boîtes sans forcément montrer leur visage, sans mettre un personal branding derrière. Est-ce que toi, tu conseilles quand même au début, on pourra échanger, parce que moi, j'avais une idée là-dessus, et finalement, elle a beaucoup évolué, sur est-ce qu'aujourd'hui, c'est presque indispensable, en étant CEO, de montrer son visage avec sa marque et d'essayer de se dissocier au fur et à mesure, ou alors tu partirais du principe que c'est de monter sa marque comme ça, faire du branding plus que du personal branding / branding. Toi, tu serais quoi le conseil? Il y a plein d'éléments de réponse parce que je trouve que c'est hyper intéressant. En fait, le premier, c'est moins de personnifier plus que de réussir à créer une communauté. Je crois beaucoup au fait que des marques, de par la valeur, de par ce qui véhicule, donc montrer un peu l'envers du décor d'une structure, ça permet de créer un réseau d'ambassadeurs qui sont les gens qui te suivent, et que demain, si tu lances un nouveau produit, une nouvelle verticale, un nouveau service, ou tu te lances dans une nouvelle boîte, tu as déjà ce pôle d'ambassadeurs qui parleront de toi et qui adhéreront à tes nouveautés. Donc ça, pour moi, c'est game changer de ouf, et je peux que le recommander. Mais ça ne veut pas forcément dire le personnifier.
à mon sens, en tout cas au visage de l'entrepreneur. Et l'autre point qui est important aussi, qui est intéressant aussi, c'est que de personnifier, c'est très bien parce que dans un océan rouge, par exemple, comme moi, où il y a plein d'agences, ça te permet de faire un peu la différence, tu as plus confiance, etc. Tu as plus confiance en ce que tu vois. Mais si c'est une coquille vide, si tu es en mode 80% vitrine, tout est beau, machin, mais que tu produis de la merde, il y a un moment où en fait tu es mort parce que tu n'as pas de rétention, tu n'as pas de recommandation, etc. Et parce que tu peux aussi avoir un sentiment un petit peu de déception, de se dire c'est tellement beau, la partie émergée de l'iceberg est tellement magnifique, mais qu'en fait quand tu rentres dedans, quand tu consommes, quand tu prends le produit, la vidéo, c'est pas aussi cool que ça. En fait, tu as une espèce de désillusion énorme qui fait que limite ça peut te desservir. Donc je pense que c'est un truc qu'il faut maîtriser avec subtilité et qu'il faut vraiment l'avoir intégré dans une stratégie un peu long-termiste, c'est de se dire ok, je sais quels sont les avantages, les inconvénients, et en fonction de ça, je vais piloter mon bateau d'une manière qui est bien adaptée à ça. Donc encore une fois, c'est un peu chiant parce que c'est un peu des deux, il n'y a pas une réponse formelle, mais je pense qu'il y a... Ouais. Enfin, tu vois, voilà en gros un peu mes... Ce qui est cool, c'est que ce que moi j'ai remarqué, ça va peut-être t'aider en donnant un peu de contexte par rapport à ça, j'ai remarqué que c'était plus dur de faire vivre une marque sans montrer le visage du CEO. Ça demandait peut-être plus de compétences marketing, de communication, de création de communauté. Il y a plein de gens avec qui je bosse qui ont des communautés énormes et j'ai l'impression que la passe de personal branding et essayer de sortir, et j'ai l'impression qu'elle est plus facile à faire, plus facile avec des gros guillemets, que de faire branding tout seul sans visage. Parce que là, ça demande vraiment du... J'ai l'impression qu'il y a plus de difficulté à brander quelque chose qui n'a pas de visage qu'un truc avec des visages. Et je connais, en tout cas, pas dans mon entourage proche ou pas des gens avec qui ont réussi à faire ce truc de réussir à brander quelque chose sans mettre un visage derrière, sans avoir utilisé le visage du CEO et de créer quelque chose. Il y en a plein, mais moi, à titre personnel, j'en ai pas vu. Et ceux qui ont réussi à le faire, j'en ai 2-3 en tête, ils étaient excellents en marketing et en communication. Et comme il y a beaucoup d'entrepreneurs, je pense, qui vont nous écouter, qui sont... moi, le truc que je dis souvent, et j'ai voulu faire le truc du branding tout seul en me disant, ouais, je veux pas, tu vois, genre, je veux pas qu'on sache que c'est moi. C'est excessivement compliqué. Surtout toi, qui est dans l'humain, avec les gens. Exactement, on s'est créé quelque chose d'autre. Et je me suis aperçu que tu rentres dans un game qui directement, c'est là où on est dans de la compétence, dans de la maîtrise de skills qui sont et qu'il y a très peu de gens qui véritablement savent le faire. Ce serait presque intéressant de te poser la question, est-ce que si tu n'avais pas montré ton visage avec Com, parce que là aujourd'hui par exemple sur LinkedIn, Harold de Com Media, genre on s'est quitté. Cool, monde. on sait. Je suis là tous les jours. S'il n'y avait pas eu Harold avec Com, est-ce que tu penses que tu aurais eu le même impact avec Com? Non, franchement, non, je pense pas. Ouais. Par rapport à notre industrie, c'était très malin parce que c'est aussi en fonction des industries, je trouve. Si tu vends un produit SaaS pas très sexy, mettre une image du CEO, c'est génial. Je dis pas que c'est pas bien, mais c'est peut-être pas le même impact que quand en fait tu mets en scène le CEO et tu montres de manière indirecte en fait ce que tu veux vraiment produire. Donc je trouve que le move était hyper smart pour ça, parce que notre industrie colle bien, parce que je pense être pas trop mauvais pour incarner et diffuser les valeurs qu'on a, parce que parfois tu as plein d'entrepreneurs qui sont géniaux et tu mets devant une cam, ils sont constipés et c'est un truc de ouf. Moi ça va, tu vois. Donc du coup je pense que ça a été un très bon move et je suis persuadé que ça aurait pas amené Com aussi rapidement. En tout cas, la croissance aurait pas été aussi rapide si jamais je pense qu'on n'ait pas pris le choix de foutre ma tronche. C'est pas quelque chose, c'est pas un point de vue d'ego. Hein. Ouais, bien sûr. C'était avec Flo, on était en mode ok, on le fait, oui, non, machin. Flo, c'est le mec de l'ombre. Mais j'adore parce qu'on est vachement complémentaires. Lui, il a pas du tout envie de mettre sa tronche. Mais c'est vrai qu'on le voit jamais. On entend. En tout cas, moi, j'ai jamais même entendu Flo, je crois, sur certains aspects. Je crois pas qu'il fait podcast. Souvent, il prend la parole quand on fait des avant-premières pour nos documentaires, parce que c'est vraiment le réal. Mais il déteste ça. L'autre jour, last moment, il me fait flemme, stop, vas-y, Paul, dis. Donc, je fais, vas-y, mon va go, ok. Il aime pas ça, donc je trouve que ça sert à rien de forcer. Par contre, il m'a annoncé début février, il m'a dit, je veux aller sur LinkedIn. Donc là, il est sur LinkedIn, il a fait 4-5 posts, je crois, en 2 mois. Et il a envie. Je pense que là, il a envie maintenant. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Com pour la suite? Écoute, le meilleur, j'espère, de correctement faire notre repositionnement. On passe d'une boîte de prod à un modèle d'agence, ce qui change énormément de choses. Je rentre pas peut-être dans les détails, mais ça change beaucoup de choses. On a aussi une logique de croissance externe sur les 3 prochaines années. On est en train de regarder un peu pour acheter. Alors, ça fait tout de suite, t'as l'impression que c'est des milliards d'euros, mais de racheter des plus petites structures qui font entre 100 et 300 000 de CA pour pouvoir commencer à étoffer nos verticales plutôt que de les lancer from scratch. Et le média sur lequel on va intensifier nos efforts x 1000, donc comme média. Et voilà, c'est déjà pas mal quand même.
C'est déjà pas mal. On va aller sur la partie perso, parce que pro, on sait qu'on peut trouver plein de choses sur toi. Sur la partie perso, beaucoup moins. Sur la partie perso, je vais te poser la même question que sur le pro, c'est comment on devient Harold, comment on devient le mec que t'es aujourd'hui, ambitieux, qui a envie de créer, qui a envie de grandir. Comment on arrive au Harold d'aujourd'hui? En fait, c'est trop drôle parce que je refaisais le monde avec mes parents, là, j'étais dans le sud, et on se disait, tu mets une personne dans une famille éduquée de la même manière, mais tout de A à Z, pareil, tu as un moment où tu en as un qui part à droite et l'autre qui part à gauche. Donc en fait, c'est pas qu'une question d'environnement, c'est une question aussi très physique en fait, de juste, tu es une personne plutôt qu'une autre. Donc je pense que moi, mon tempérament, tu vois, regarde, ma sœur, que j'aime plus que tout au monde, elle a baigné dans le même amour que moi. Mes parents, vraiment, je vous jure, c'est l'amour par excellence. Et ma sœur, elle a plutôt eu un tempérament un peu grincheux, genre un amour, mais tu vois, elle rentre dedans. Alors que moi, je suis le monde des bisounours, je déteste m'embrouiller, c'est ma pire phobie. Alors qu'on a été éduqués de la même manière. Donc je pense que tu as un peu le juste de la vie qui fait que. Et puis après, je pense que c'est juste que j'ai une peur de la mort depuis que je suis tout petit qui m'habite et qui est d'ailleurs extrêmement chiante, mais qui me permet de me dire je veux pas gâcher une journée de ma life. Alors ça veut pas dire, il y a plein de faux, je suis de mauvaise humeur ou je suis insupportable, on entend bien, mais c'est un truc qui est intégré en moi, qui est dans mon cerveau, et cette crainte, je m'en suis servi comme une force. Je me suis dit, plutôt que de le prendre avec stress au quotidien, j'ai essayé de le tourner, ça marche bien, en force, en me disant en fait tu peux rien gâcher, j'ai pas le temps de gâcher une journée ou des choses, donc j'ai un peu toujours tout positivé. C'est relou parfois, ma chérie elle me le dit souvent, elle me fait t'es insupportable, elle est toujours de bonne humeur, machin, etc. C'est un côté relou, je peux le comprendre, parce qu'Olivier il est encore pire que moi, j'ai envie de lui mettre des patates parfois, c'est terrible. Mais du coup, je pense que c'est ça. Et puis ensuite, être curieux. Je pense que la curiosité, pour moi, c'est la valeur principale de n'importe quel être humain. On a tout à dispo, on peut se renseigner sur tout, on peut avoir du recul sur tout maintenant. Et je pense que d'être curieux, c'est une vraie clé. Donc je dirais que c'est un peu de tout ça. Tu parlais de peur, la peur de mourir. Ouais. Ça vient d'où? Tu sais d'où ça vient? Ouais. Mais pour le coup, ça j'en parle un peu moins. Mais ouais, il y a un truc qui m'a marqué à vie. Et voilà, mais donc du coup, j'en ai fait... C'est pas forcément un sujet que tu as envie d'aborder. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a t'as quel rapport au stress? J'ai quel rapport au stress? J'ai pas quel rapport au stress. Bah, j'ai un rapport où enfin, le stress peut me. Attends, je reprends, excuse-moi 2 secondes. T'inquiète, de toute façon, t'inquiète. Ouais. J'ai donné la question. Ouais. Et en plus, je connais pas la réponse. C'est ça qui est. Personne la connaît, ça qui est. Ok. Ouais. Mais donc, du coup, mon rapport au stress, en gros. Rapport au stress, j'ai toujours été un peu stressé de base parce que tu vois, culture un peu du FOMO, genre j'ai envie de rien louper, j'ai envie de quand il y a mes potes qui sortent en soirée et que je suis pas là, ça me vénère de fou, j'ai besoin d'être là. J'ai toujours eu j'ai jamais eu un espèce de quotidien ultra tranquille, j'ai toujours des choses en tête. Tu vois, genre même quand je suis chez moi et que je pense à un truc à 23h, je me lève, je le mets dans mon agenda, etc. Je suis toujours préoccupé. Ouais. Je pense que c'est bien parce que ça veut dire que ça cultive une espèce de curiosité constante, mais en même temps ça fatigue, je pense, inconsciemment à mon avis. Je discutais vachement avec Arthur Aubeuf, le CEO qui est devenu mon ami, le CEO et fondateur de Time for the Planet, qui a fait un espèce de burn-out. Il m'a dit, mais frérot, jamais de la vie j'aurais pu penser que j'étais en train de faire un burn-out, c'est juste physique. Et c'est parce que tu es sursollicité tout le temps. Et moi, c'est vraiment le cas. Et donc, ce stress, en fait, plutôt que de le mettre de côté, en fait, je rentre dedans la première en mode j'y vais, je fais plein de choses. Mais je pense que c'est très très dangereux sur le long terme et que si tu as une vision un peu marathonienne de l'entrepreneuriat et de ta vie, en mode tu es bon tout le temps, pendant longtemps, c'est pas le bon mode. Il faut plutôt prendre du recul et se dire je sais faire la part des choses entre ce que je dois faire et ce que je dois pas faire. Et quand il y a des moments de stress, je me calme. Et là, je me suis mis, et ça je t'en ai parlé, à faire du stretching / yoga. Je sais pas si ça se dit à peu près pareil. J'ai un peu moins fait là en ce moment, mais où je me prends 15 minutes le matin, parce qu'avant j'étais téléphone machin. Et ça m'a fait un bien de ouf. Je me lève, 15 minutes de stretch. Je me pose, pas de téléphone, café tranquille. Et en vrai de vrai, j'ai l'impression que ça a déjà un petit peu mieux formaté mon cerveau. Et
Je me suis aussi imposé là depuis maintenant une semaine de limiter mon temps sur les réseaux sociaux parce que ça cultive ce stress où tu binge-watch de tout à une demi-heure par application que je bouffe quotidiennement. Honnêtement, j'ai déjà fait 2 entorses là en une semaine, donc c'est pas ouf. Mais au moins, j'essaie de limiter un peu ça parce que je pense que c'est ce qui m'alimente dans mon stress où je suis sursollicité tout le temps. Je mate un film, je me rends compte qu'au bout d'un quart d'heure, je prends mon portable. Tu vois, j'ai plus ces moments où je me pose. Et tu savoures les moments où tu te fais chier, tu te savoures les moments où tu regardes un film. Et je trouve que c'est révélateur d'une génération, et c'est triste, je trouve, où tu as besoin de regarder tout le temps plein de choses. H24, tu as de l'info de partout. Et j'essaye de prendre du recul sur moi-même et de me dire, je vais me calmer un peu. Tu vois, je parle extrêmement vite, je suis toujours comme ça. Donc, il faut que j'apprenne à me calmer un peu. Mon père me le dit toujours. Il me fait, putain, je le stresse tout le temps, mon père, c'est terrible. On pourrait croire que tu es quelqu'un de archi confiant. En tout cas, je pense que tu l'es. Je pense que tu es quelqu'un de confiant, mais t'as quel rapport avec la confiance? Est-ce que t'as quel rapport avec la confiance? Putain, franchement, j'ai beaucoup plus confiance en moi depuis, je dirais, 1 an et demi, honnêtement. Mais il y a eu tellement de temps dans ma vie où j'ai pas été confiant, et ça a été d'ailleurs très relou. Parce que, et je crois avoir mis le doigt d'ailleurs il y a peu sur la raison principale pour laquelle j'ai eu ce sentiment de ne pas avoir confiance en moi, c'est que je m'étais lancé à faire du pseudo mannequinat pendant 1 mois où je faisais bluff, j'étais mannequin, alors pas du tout. Mais juste, donc du coup, en 1 mois j'ai fait des photos que j'ai mis sur Facebook, machin. J'étais au lycée, donc les gens avaient un regard sur moi parce qu'ils disaient, mais il se la raconte de ouf, et ils avaient raison en faisant à faire le mannequin. Et du coup, ça a instauré une espèce de culture de jugement où en fait, j'avais toujours ce sentiment de devoir me mettre en mode au niveau de ce que je prétendais être sur les réseaux. Okay. Et ça a du coup décorrélé la réalité de ce que je suis réellement et de ce que les autres devaient attendre de moi. Et ça m'a mis dans un sentiment où j'avais très peu confiance en moi. Je parlais, je rougissais, etc. Alors que pourtant, je fais un 90, je sais pas trop mal me bagarrer, je suis bien, tu vois, on pourrait se dire ça va. Mais en fait, non. Et je pense que la raison pour laquelle je commence et je le suis vraiment, je me sens vraiment en confiance maintenant bien, c'est le fait de prendre la parole, de mettre en avant, de discuter et d'admettre que des gens peuvent avoir des jugements sur toi qui ne sont pas toujours positifs. Ça, j'ai eu cette culture aussi compliquée où dès que j'ai un commentaire négatif, moi, ça me mindfuck le cerveau. Je t'en avais déjà parlé aussi. Un commentaire sur 1000, je peux commencer à me dire, mais putain, pourquoi? Je suis un mec cool, gentil, arrête. Enfin, tu vois. Et donc, j'essaye de me relâcher avec ça. Et puis, en fait, quand tu arrêtes de penser au regard des gens, c'est là où tu commences à être plus tranquille et plus serein sur ce que tu entreprends, ce que tu fais de manière générale, et donc plus de confiance. C'est comment d'être le pote d'Harold? Franchement, c'est stylé. Avec ça raconte. C'est comment, ça se passe comment quand on est ton pote aujourd'hui? Quand on est mon pote, alors moi j'ai les mêmes potes depuis 20 piges. On en a eu on a eu un il y a pas très longtemps. Ouais, bah oui, ça fait 20 ans que je le connais. Ouais, on est un peu en mode meute. Ça veut pas dire qu'on n'ouvre pas la porte à d'autres, pas du tout, mais juste j'ai jamais lâché un de mes meilleurs potes. On est une grosse bande. Franchement, c'est cool parce que on a réussi à créer un espèce de sentiment de confiance entre nous. On peut toujours, même si tu prends pas de nouvelles pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, être là pour les autres. Et ça, je pense que c'est un truc qui est hyper fort. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez rare. Plus je discute avec les gens, moins j'entends de gens me dire j'ai des potes depuis 20 ans. Plutôt, ça fait 3-4 ans que je le connais parce que je l'ai rencontré dans ma boîte et autres. Et c'est génial, mais pour moi, putain, l'historique de ton amitié, c'est les fondements de ta personne. Et donc, du coup, c'est plutôt cool. Ça geek beaucoup, énormément. Ça, si t'es mon pote, il y a intérêt à ce que tu geeks bien. Ça geek sur quoi? Ça geek sur Warzone, hein, sur Call of. Non, ici. Bah ouais, non, c'est vrai, ça geek beaucoup depuis toujours. Tous mes potes ont geek, ça a teuf quand même un peu fort aussi, et ça fait beaucoup de sport. Donc je trouve que c'est bien parce que si tu fais que de la console, tu prends pas soin de toi, c'est pas good. Mais enfin, en fait, on a trouvé la bonne pierre. Mais c'est ça les 3 gros fondements de mes divertissements, c'est ça: faire la teuf, faire du sport et geeker. Qu'est-ce qu'ils disent tes potes de toi? Alors, on va aller plus préciser, on va aller plus deep. Qu'est-ce que tes potes te reprochent? Ouais, j'allais plutôt aller sur ce versant, mais c'est que je suis trop exigeant. Parce que j'ai baigné dans une éducation donc très bonne, mais où j'ai trop entendu de gens se plaindre. Et ça m'a donné de l'urticaire, et c'est vachement en adéquation avec le côté t'as qu'une vie, etc. et profites-en, de me dire t'as pas le droit de te plaindre. Et j'ai trop baigné là-dedans, ce qui fait que je l'ai un petit peu retransposé avec mes potes, et que quand ils se plaignent de leur taf, quand ils me disent ouais mais ça, mais machin, ça me vénère. Et donc du coup je leur mets une espèce de pression, et ça c'est un truc qui doit être très compliqué à gérer.
j'ai encore du mal moi à comprendre comment on peut se plaindre parfois. Alors moi je suis le premier à me plaindre pour certaines choses, mais de manière globale dans ta vie, j'ai du mal à ça. Et ce qui fait que je pense que ça crée une espèce de pression qui est pas forcément la meilleure d'ailleurs. Et donc je pense que c'est ça le côté le plus relou. Et tu vois, je te le dis en direct parce que je sais qu'on me l'a déjà refait remonter plusieurs fois. Je pense que moi je le dis souvent, mais vois-le comme un versant positif de motivation, parce que c'est ça mon but initial. Mais je pense que je l'amène pas dans la bonne manière parce que tu as le fond et la forme. Et mais voilà, en tout cas pour répondre à ta question, je dirais que c'est ça. Elle vient d'où cette énergie à vouloir créer quelque chose ou à faire des événements de compliqués, de quelque chose ça vient d'où ça? Je pense culture de mon père, hein, très sportif du coup. Être le meilleur dans le sport, au final, quand tu as 5, 6, 10, 15 ans, bah, tu l'appliques un peu dans tous les autres domaines. Donc je pense que ça a été j'ai énormément baigné là-dedans. Dans la compétition pas malsaine, honnêtement, mais il faut être la meilleure version de soi-même. Mon père, il a 65 ans, il est comme ça, il fait un 90, tu le regardes, tu fais yo. Enfin, il est encore tellement bien. Il est beau, mon père, tu vois, mais dans le sens large du terme, c'est qu'il est cultivé, etc. Donc, il a toujours, toute sa vie et encore sur tout le reste de sa vie, eu cette espèce d'exigence envers lui-même et envers ses enfants. Il a jamais levé la main sur ses enfants, toujours dans l'explication, etc. Ce qui fait que ça m'a baigné là-dedans et que j'essaie d'appliquer ça parce que je trouve que c'est extrêmement positif la manière d'éduquer ses gosses, sa famille et d'entreprendre sa vie de manière globale. Et j'ai envie de faire la même chose et donc ça m'a donné cette envie et cette niaque quotidienne. Ouais. Ton père, c'est un modèle? Ouais. On a déjà parlé, je sais que ton père, il a une... Je sais que ton père a un rôle important et que c'est un modèle. Vous aviez quel type de relation quand vous étiez tous les deux, plus petits? Trop stylé. Mon père, je taguais à l'ancienne comme n'importe quel... Enfin, je sais pas si n'importe quel gosse le faisait, mais je taguais et je disais que j'allais faire des Warhammer. Je sais pas si tu connais, c'était des petites figurines que tu bombais. Donc j'avais des bombes dans mon sac. Je disais, ouais, papa, tu peux m'emmener au Warhammer? Et il me déposait. Il me disait, bon, Warhammer, hein, en faisant un clin d'œil. Donc il savait très bien que j'allais faire une connerie. Mais mon père, il est toujours parti du principe de se dire que d'être studieux, c'est bien, mais de faire des bêtises, c'est ce qui construit une personne. Et je trouve ça magnifique de voir ça comme ça. C'est quand tu t'embrouilles, quand tu fais des merdes, quand tu dois en payer les pots cassés, c'est comme ça qu'en fait tu progresses. C'est aussi en tout cas comme ça que tu progresses. Alors à une bonne échelle, hein. Je suis pas en train de te dire qu'il faut se droguer pour apprendre les choses, pas du tout. Mais il faut réussir à sortir de sa zone de confort. Et pour revenir là-dessus, mon père, voilà, ça a été jouer à la console avec mon père, faire du sport tous les jours, me ramener à 3h du mat quand je fais mes premières teufs, il se lève le soir pour venir me chercher. Donc tu vois, toujours dans le je donne. Ouais. Et je trouve que c'est tellement beau, en vrai de vrai, que j'ai envie de l'appliquer avec toutes les personnes. Et quand c'est pur, quand il n'y a pas de je fais ça pour que mon gosse me dise que je suis un gentil papa, c'est juste, t'es fondamentalement gentil. Je trouve que ça se ressent et c'est un truc c'est trop beau, je trouve vraiment. Le rôle avec ta maman, t'as quelle relation? Ma mère, c'est ma meilleure amie. Enfin, ma mère, c'est terrible. Ma mère, elle est du sud, ça picole, c'est toujours de bonne humeur. Ma mère, c'est ma meilleure pote. Je sors encore en boîte d'été quand on va au resto machin. Ouais. Mes potes la connaissent par cœur. On fait des restos tout le temps. Enfin, ma mère, c'est mon autre pilier, comme mes sœurs, comme ma chérie, etc. Mais c'est ma meilleure amie. Ma mère, franchement, c'est ma meilleure amie. Voilà. Ta famille, elle a un point quand on te connaît, on sait que ça a cette importance-là, mais c'est un giga pilier. Je crois que tu m'as dit une phrase en disant limite ma famille first, le reste limite ça compte pas. Ouais. Ce truc-là, c'est ta famille qui l'a créé ou c'est toi qui l'a pris à cœur et qui a vu la valeur de ce que c'était d'avoir une famille et tu veux garder ça? C'est un peu des deux. Mon père, il a eu le contre-exemple avec une famille qui était beaucoup plus stricte, beaucoup plus carrée. Il pouvait pas dire les choses avec ses parents. Donc, il a eu, tu sais, souvent, soit tu t'appliques la même chose, soit tu fais tout l'inverse. Mon père, ça a été ça. Ma mère, c'est un peu l'inverse. Ma mère, c'est sa mère. C'est la bonne humeur, etc. Donc, en fait, je pense que j'ai pris ce qu'il y avait de bon à prendre dans chacun de mes parents et j'ai fait ma tambouille et j'en ai ressorti l'extrait du meilleur, le concentré du meilleur. Et je trouve que c'est aussi très dangereux. Enfin, très dangereux, non, mais ça a aussi un autre versant qui est compliqué à gérer. C'est que j'ai toujours besoin de les voir parce que je les vois depuis toujours. Donc, quand je les vois pas une semaine, tu vois, moi, tous les dimanches, je suis chez mes parents. Quand je les vois pas une semaine, mes parents, ils vont pas me faire la gueule, mais je sais que ça leur fait mal. Et donc, du coup, ça met une pression en plus de tout le reste où je sais que je dois les voir, je sais que je dois réussir pour eux aussi. En fait, ça me met un espèce de pression supplémentaire. Et le pire, c'est que c'est indirect. C'est que si jamais on t'impose un truc, si tu le fais pas, tu t'en fous parce qu'on te l'a imposé. Mais là, c'est tellement amené de manière naturelle que putain, ça rend le truc encore plus chaud, tu vois, à gérer. Mais c'est trop bien d'avoir une famille comme ça. Je le souhaite à n'importe qui.
avec la vie qu'on a, avec la vie que tu as, avec Com, avec tout ce que tu fais, avec toutes les exigences que tu t'imposes, la vie de couple, ça se passe comment? La vie de couple, elle se passe extrêmement bien, vraiment. Ça va faire 7 ans que je suis avec ma chérie. 7 ans, c'est quand même beau. Ouais. Franchement, ça se passe extrêmement bien en ce moment. Ça s'est passé moins bien pendant un moment et on en discutait et ça fait partie aussi de la vie. Je pense que Com a eu un impact phénoménal sur notre couple, dans le bon et dans le moins bon. Parce que quand tu bosses comme un chien, quand tu as tes stress et autres, bah, tu passes moins de temps avec ta chérie. Et quand ta chérie, tu lui as les premières années montré que de l'amour, que du temps disponible et que du jour au lendemain ça change, ça peut être compliqué à gérer. Ça a été compliqué à gérer, mais je pense que j'ai une chérie qui est extraordinaire et qui a réussi à comprendre que c'était une étape. Et ça a été un renfort fondamental pour la réussite. Et tu mets ce que tu veux, mais la réussite de qui je suis aujourd'hui. Parce que j'estime que j'ai plein de bonnes choses et je suis content d'être là où je suis. Donc franchement, des hauts et des bas, comme l'entrepreneuriat, comme la vie de manière globale. Mais je pense que quand tu trouves la bonne personne, et là je suis persuadé que c'est la femme de ma vie, tu sais mieux gérer les bas. Parce que tu les as anticipés, tu as conscience que ça fait partie du process. Et quand les deux l'ont compris et quand tu as un espèce de dénominateur commun, tu dis ok, on va aller là ensemble et on sait qu'il y aura des hauts et des bas, mais on est ok avec ça. Tu peux soulever des montagnes, honnêtement. Et ça, on a réussi à le faire et ça n'a pas été facile. Vraiment, il y a des moments où pendant une année, ça a été le feu. Mais au final, 1 année sur 7 et sur les 50, 60, 100 peut-être, j'espère, prochaines années, c'est rien. Donc ça faisait partie du process et maintenant c'est que du bon et devant nous il y a plein de beaux projets qui sont en train de se mettre en place, donc c'est génial. L'impact je vais utiliser ce terme là, mais l'impact de négliger sa vie perso quand on est entrepreneur, est-ce qu'il est alors comment toi tu l'as vécu ou est-ce que toi tu l'as vécu? Ouais, je pense que moi je l'ai mal géré, honnêtement, parce que plutôt que en fait, en plus je le disais dans les podcasts, mais je l'appliquais pas, tu vois. C'est de me dire, genre, il faut absolument s'imposer de stopper de bosser et de passer à ta vie perso. Et tu vois, c'est beau parce que je me rappelle encore, je le disais, tu vois. Mais la réalité, c'est que je le faisais pas, honnêtement. Ce qui fait, parce que je me disais, mais non, mais attends, il me faut 7 heures de plus pour faire ce business de plus ou faire ce truc de plus. Mais en fait, c'est infini. Ce qui fait que j'ai totalement priorisé le business à ma vie perso et donc de couple. Et donc, ce qui fait que t'as ta chérie qui accepte certaines choses, mais à un moment, un dosage qui est trop élevé, bah là, en fait, ça coince. Et je m'en veux parce que c'est à cause de ça, je pense, qu'il y a eu cette année de turbulence et que sans ça, je pense que ça aurait été moins turbulent. Si c'est moins turbulent dans ton couple, c'est moins turbulent dans ton taf aussi, parce que tout est en lien. Hein. Si t'es bien dans ton couple, t'es bien dans ton taf a priori, ou enfin en tout cas ça s'alimente bien. Donc je pense qu'il faut réellement, mais pas juste dans les podcasts, s'imposer de stopper et qu'il y a un moment où t'auras un mail de plus, mais en fait ça fait partie du jeu. Et tu vois Cédric, le CEO des fondateurs de Brix, que j'aime beaucoup, il y a eu 2 boîtes, une où il bossait 90 heures par semaine et une où il bosse 40 heures par semaine, donc normal. Il me dit, je suis 1000 fois plus efficace et ma boîte fonctionne mieux quand je fais 40 heures parce que je suis performant, je suis efficace. Tu vois, comme la semaine de 4 jours, là, on parle beaucoup de ça. Ouais. Ça se trouve, c'est un bon move, tu vois. Tu bosses moins, mais t'es plus efficace. Et je pense que c'est un truc que tu dois appliquer dans ta vie perso aussi, tu vois. Dans ta vie perso, t'as des regrets? Ouais, j'en ai 1000. On en veut quelques-uns. Mais là, je saurais même pas te les dire. C'est toujours pareil, tu sais. Non, mais c'est quoi c'est tes regrets ou un de tes regrets si on reste focalisé sur le perso. Je vais donner un exemple. Ok, vas-y. Ça peut t'aider. Le fait, je sais que ça arrive à beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de personnes, je suis avec des entrepreneurs beaucoup, mais le fait, par exemple, peut-être que tu l'as pas, et c'est plutôt une bonne chose, de dire je t'aime à des gens qu'on aime. Il y a beaucoup de gens qui, par exemple, n'ont jamais dit je t'aime à leurs parents. Je sais pas si c'est ton cas, par exemple, parce que tu. Je dis trop, moi. C'est ce petit de regret. Il y a un truc bizarre qui est que beaucoup de choses qui sont quand les choses disparaissent, on dit ah putain, j'aurais peut-être dû lui dire à un moment, tu vois. Est-ce que t'as là j'ai mis un regret très émotionnel, mais il y a peut-être des choses aussi un peu plus simples, mais est-ce que t'as aujourd'hui des sortes de regrets par rapport à certaines choses ou C'est un regret plus structurel que vraiment isolé, comme un je t'aime que t'as pas dit à quelqu'un que tu t'as perdu ou autre. Je te conseille de le dire.
Comment ça? À tes parents, c'était à l'occasion de leur dire, ou à des gens que t'aimes. Le je t'aime? Ouais. Alors là, pour le coup, tu leur dis merde, tout le temps. Ah, très bien. C'est un enfer. J'ai cru que tu leur avais jamais dit, c'était pour ça. H24. Ma mère sur moi, je t'aime. Putain. Non, ça y a pas de galère. Par contre, ce qui est marrant, c'est que c'est vachement à l'opposé de un peu ma personne. C'est que j'arrive avec mes parents à dire ça. J'arrive avec ma chérie aussi à être vachement transparent. Mais pour autant, je communique très peu sur mes émotions négatives parce que je pense que ça les rend concrets et que comme j'aime pas quand ça va pas, j'aime pas les conflits, bah, j'ai tendance à le garder pour moi et ça m'a donné un tempérament pendant un long moment de ma vie d'une impulsivité qui n'est pas du tout bonne. C'est où t'es 90-10, 90% de bonne humeur machin, mais les 10% ils sont dangereux. Ouais. Et ça, j'ai été bagarreur comme never, et alors que j'ai ma petite gueule d'ange merdique, tu peux te dire bon voilà, c'est terrible, et de l'impulsivité qui va pas dire des choses qui font très mal parce que t'as engendré t'as gardé pour toi 5, 10, 15 jours d'un truc qui te saoule, plutôt que d'en parler et d'apaiser ça, bah, je le conserve pour moi et ensuite ça explose. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais du sport de combat depuis que je suis tout petit, parce que je pense que c'était le moment où je peux un peu lâcher prise. Mais ça, c'est un truc sur lequel je suis en train de travailler et j'ai encore énormément de mal. Alors je suis plus du tout impulsif, ça c'est déjà une première chose, mais par contre j'ai encore du mal à dire quand ça va pas, mais pas parce que je le fais en mode hypocrite, mais simplement parce que j'ai l'impression que quand tu le dis, ça rend la chose réelle. Et tu vois, moi je suis du genre à si je me sens pas bien à un truc, plutôt que de me dire je vais faire c'est con comme parallèle, mais je vais faire des analyses pour être sûr qu'il n'y a pas de galère, je vais me dire hop, on n'en parle plus, j'ai plus mal, allez on passe à autre chose. Donc là j'ai fait d'ailleurs une analyse de 40 ans alors que j'ai 30 ans il y a une quinzaine de jours, tout va bien, Dieu bénisse, mais tu m'avais dit que t'étais en train de le faire. Tout va bien. Mais voilà, donc ça pour te dire que j'ai souvent tendance à laisser sous le tapis les choses qui sont pas des choses positives, et ça a du bon mais aussi du moins bon. Donc ça veut dire que c'est quoi ton rapport aujourd'hui avec les émotions? Positive comme négative, hein, genre c'est quoi ton rapport avec les émotions? Très manichéen, c'est tout ou rien. Et du coup c'est pas bien, parce que soit t'aimes énormément, soit tu dis les choses machin, soit tu dis rien du tout et t'es un peu un glaçon en soi. Et je pense que dans la vie de manière générale, tu peux pas être autant dans les extrêmes, tu vois. Il faut trouver des justes milieux. Et ça, moi je pense que c'est un travail que je dois encore faire, mais que vraiment je commence à sentir que ça va mieux. Et c'est en lien avec la confiance aussi, je trouve. Je suis plus confiant, donc je sais que parfois quand ça va pas et que j'en parle et que je le digère mieux. Donc je pense que je suis sur la bonne voie pour m'améliorer là-dessus. Ouais. C'est quoi le côté positif d'être comme ça, d'être limite de temps en temps impulsif ou de garder, c'est quoi le côté positif à titre perso? Parce que si on t'emmerde dans la rue, t'es bien. Ça arrive quasiment plus maintenant. Quand on était petit, on faisait beaucoup la bagarre, là c'est beaucoup moins. Mais non, je dirais que c'est que du coup tu donnes énormément, tu vois, parce que t'es à fond dans le beaucoup trop. Et du coup ça a du bon parce que tu donnes énormément, mais encore une fois l'autre versant c'est que parfois ça peut vraiment partir un peu en yoku et du coup voilà, encore une fois je pense qu'il faut réussir à trouver le bon équilibre, quoi. C'est quoi ton côté dark? C'est quoi le Harold dark, ton côté sombre, l'ombre? C'est que quand je suis énervé je peux faire très mal avec les mots, vraiment. Ouais, j'ai tendance à pouvoir être très très blessant, honnêtement. Et ça c'est le premier point, c'est ma chérie qui le dirait direct. Quand on s'embrouille c'est assez rare, mais et c'est pas bien du tout, parce que je regrette en plus tout ce que je dis. Donc je dirais ça. Et l'autre côté dark, je joue le jeu, hein, t'as vu, hein. Ah ouais, je vois très bien, et merci. L'autre côté dark, je dirais que c'est un peu cette pression quotidienne que je donne aux gens, où en fait moi je m'impose un rythme, tu vois, qui pèse ce que je mange, je vais au sport tout le temps, je suis hyper dans l'extrême, et ça met une pression en fait à mon entourage. Tu vois, ma sœur par exemple qui est pas comme ça lui met la pression, elle se dit mais mon frère fait ça, faut que je fasse pareil machin, mes potes un peu pareil, tu vois, moi ça me vénère si un pote on se met une tôle un vendredi, moi le samedi je suis au sport, et je lui dis frérot go, et tu sais s'il y va pas, il n'y a pas mort d'homme, mais en fait il se sent coupable parce que moi j'y vais et que je le pousse à ça, donc c'est stylé en soi parce que ça motive, mais en même temps ça peut vraiment avoir un côté oppressant je pense, et d'une mauvaise pression, et je dirais que c'est ça du coup. C'est quoi l'avantage d'avoir ces côtés dark? Du coup, c'est que si t'enlèves le versant un peu auprès, c'est que tu dis bon bah ouais, je vais au sport un samedi en gueule de bois, et donc du coup ça motive. Je pense qu'en fait,
t'en as qui vont voir ça comme une mauvaise pression et d'autres qui vont voir ça comme quelque chose de positif. Et puis après, c'est à moi de l'amener aussi. Je pense qu'il faut aussi, faut arrêter de penser. Enfin, tout le monde n'est pas pareil, on le sait tous. Donc, je pense qu'il faut aussi, et moi je le fais pas, c'est adapter son discours en fonction de la personne avec qui t'es. Et je pense que d'une même finalité, amenée d'une manière ou d'une autre en fonction de quelqu'un, tu peux l'embarquer plus ou moins bien, tu vois. Donc, mieux être en mode caméléon, tu vois, un peu plus en mode caméléon. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, qu'est-ce que je peux te souhaiter, qu'est-ce que je peux souhaiter à Harold pour la suite? Écoute, d'être en bonne santé, de continuer chez Com et que ça persiste et que le modèle de renouveau, de repositionnement fonctionne bien. Peut-être plein d'enfants, parce que j'en rêve. Donc j'espère aussi dans les plus prochaines années. Et c'est déjà pas mal. Honnêtement, c'est un peu le classique, le cliché, mais franchement, c'est un peu la base. Hein. Santé, MIF, enfin je sais pas, t'en as qui t'ont trouvé des trucs plus originaux ou pas? Il y en a qui veulent des PlayStation 5. Non. Nickel. Non, on revient souvent au basique de la bonne santé et des choses simples, émotionnellement parlant pour nous. Si peut-être un truc, juste, c'est de plus prendre position cette année. J'ai eu trop, et ça c'est le LinkedIn game, où moi tout le monde est toujours un peu catégorisé. Et quand tu te mets dans une catégorie, tu as tendance à être enfermé dans cette catégorie. C'est un peu, je sais pas si ça t'a déjà fait le même truc, quand tu vas à une soirée, tu as des moments où tu es le bête de mec à la soirée, tu as des moments où tu es un peu moins dedans. Parce que ton 15 minutes quand tu arrives, tu prends ta position en fait. Et ensuite tu es mis dans une catégorie. Et moi j'ai été catégorisé, parce que je l'ai amené comme ça, comme je suis toujours cool, je suis toujours gentil, je prends pas parti, c'est un peu de oui, un peu non. Parfait, gris. Mais en vrai, c'est casse-couille parce qu'il y a plein de fois où j'ai envie de dire non, c'est A et c'est pas un peu d'AB. Pourtant, je dis un peu AB parce qu'il y a le business, parce qu'il y a le. Adaptable. Exactement. Et cette année, j'ai décidé de la jouer différemment, c'est d'être vraiment sans offense, mais de prendre plus position parce que ça a du bon, je pense. Et voilà, je me suis un peu imposé ça cette année. On te souhaite tout ça, en tout cas moi je te le souhaite. On arrive à la fin du podcast. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé qu'on aborde, ou un thème, autant à titre pro qu'à titre perso, qui aurait été intéressant qu'on aborde? Écoute, on a fait un petit tour quand même, déjà pas mal des différents sujets, donc comme ça, non, franchement. La fin, c'est maintenant. Merci beaucoup Harold pour ce podcast, ça m'a fait archi plaisir qu'on puisse faire ça ensemble. Tu auras tout ça bientôt. Merci encore d'être venu. Merci mon frérot, à toi, très gentil. Des bisous. Ciao, bye bye. C'est te dire, tu rentres et tu dis putain en fait, qu'est-ce que j'aurais dû dire, ou alors qu'est-ce que j'aurais peut-être dû dire autrement, ou putain, quand je vais rentrer, je vais me dire putain, j'aurais peut-être dû dire ça, on aurait dû parler de ça, on aurait. Je suis allé quand même dans le côté un peu deep où je t'ai dit, je parle, parfois je suis piquant et ça, je peux revenir là-dessus, tu vois, en disant putain, frérot, les gens vont me prendre pour un. Tu vois, tu m'as quand même posé des questions où j'ai dû te dire des choses sur les mauvais côtés d'Harold, alors que normalement sur LinkedIn, je suis très. Non, mais donc du coup, t'as vu, j'ai joué le jeu. J'étais en mode, le Harold, c'est un mec qui parfois fait mal dans ses discours et une pression aussi que je peux foutre alors que j'ai pas envie. C'est chaud, mais au moins je le dis, t'es un des premiers qui le dit, donc voilà. Toi, tu t'es senti comment en le disant? Genre, ça t'a. Comme d'hab, quand je suis avec toi, j'ai l'impression que c'est en mode un peu psy, ça fait du bien de le dire. J'espère que ton podcast c'est un démarrage, il n'y a pas trop de gens qui vont l'écouter. Mais... on va le sponsor, juste le tien. Ce passage-là, je vais. Non, mais du coup, non, c'est cool parce que tu vois, je trouve que tu changes des podcasts un peu traditionnels et c'est pas grave, mais où tu ne parles que du parcours. Je pense que c'est bien de parler du parcours, mais en fait, encore une fois, c'est le résultat de toute ton éducation et ton perso. Donc, je trouve ça génial que tu fasses le parallèle avec les deux. Et même peut-être plus, comme on le disait, se focus sur le perso, je trouve ça charmant. Si on reste sur le fait que tu t'en ailles, est-ce qu'il y a un truc que tu te dis, je l'aurais peut-être soit dit différemment, soit j'aurais aimé le dire et finalement je ne l'ai pas dit, ou alors même un sujet où tu t'es dit, putain, en fait, bon là, c'était un peu solennel, on était là, c'est un peu plus détente, le truc est un peu plus cool. Est-ce qu'il y a un truc là-dessus? Non, écoute, j'aurais peut-être kiffé de parler de l'émission d'Arthur Aubeuf, de Time for the Planet. Tu sais, on fait un talk show où on revoit l'environnement, mais de manière fun, parce que dès que tu parles d'environnement, tu as l'impression qu'on a envie de te dire que c'est pas bien, tu as un iPhone, donc tu consommes machin. Et en fait, Arthur, c'est le mec qu'on a envie de devenir, parce que c'est un gars qui a changé de manière drastique son mode de vie. Moi, j'ai envie de devenir cette personne. Je pars de très loin, parce que je suis un consumérisme de dingue, parce que je pense pas être le mec qui pollue le moins au monde, mais j'ai envie de devenir une nouvelle personne. En tout cas sur certains leviers, et d'en faire une émission, je trouve ça ouf, et je pense que ça va révolutionner, je l'espère, un peu ce secteur,
Et il sort en mi-mai. Je sais pas quand est-ce que sortira ce podcast, mais ça va être lourd. Donc peut-être parler de ça, mais on s'en parle. Mais pourquoi ça a de l'importance aujourd'hui pour toi, ce sujet-là? Parce que c'est un truc un peu. J'ai jamais fait vraiment attention à ça en soi. Et je me dis que là, c'est le bon moment pour moi de faire le pas. Et parce que je pense qu'on a chacun un petit peu un devoir quand même d'essayer de changer un peu ses habitudes. Et je trouve que de le faire dans un cadre où on va le filmer et le diffuser, bah, ça va parler à beaucoup. Parce que je pense que je suis celui qui incarne 90% des Français. C'est j'ai envie de changer, mais en même temps, frérot, moi j'aime bien le steak, j'ai pas envie de changer mon quotidien du jour au lendemain. Et on veut le faire, on veut l'amener de cette manière, plutôt que de te dire tu dois tout changer, plus d'iPhone, ne respire pas parce que là tu pollues. Il y a un moment où c'est pas comme ça que tu vas éduquer les gens. Donc c'est une guerre que je me fais pour moi et qui va, je pense, aider peut-être d'autres parce qu'ils vont se dire putain, mais ok, je peux y aller aussi en mode tu vois, tranquille, plus que de manière drastique. C'est quoi les sujets que vous allez aborder? Vous allez parler de quoi? Écologie de manière générale, juste format gaulerie, un peu à la Twitch. Donc ça, c'est les late shows où t'invites, on a des gros noms qui viennent là, vraiment des grands noms. Et donc du coup, à la cool, on se tape des barres et le but, c'est pas de repartir avec une info ultra précise de pourcentage de machin, plus que de se dire dans l'inconscient collectif, après 2, 3, 4 mois, en fait, quand tu dis environnement, c'est stylé. Et je pense qu'il y a un travail à faire avec la Gen Z. C'est pour ça qu'on veut targeter dans les codes Twitch, etc. pour les éduquer encore plus, même si je trouve que c'est une génération qui a conscience de ces sujets. Mais voilà, on a envie d'apporter vraiment de la fraîcheur et de sexiser un peu cette thématique. L'écologie, moi je sais que j'en ai parlé, j'ai mes enfants, on en parlait, je ne sais plus avec qui j'en parlais de ça, c'est pendant le podcast ou avec quelqu'un d'autre, qui sont vachement... aujourd'hui, le sujet de l'écologie, ma fille elle a 5 ans, elle te dit... grosso modo, on ne prend pas la voiture, ou mon fils de 9 ans, genre on ne prend pas la voiture, la pollution, genre ils ont un vrai truc là-dessus. Pour de vrai, je pense que moi non plus, je ne suis pas giga monde de l'écologie. Je sais que ça existe, j'essaie de faire attention, mais j'utilise les codes qui sont... toi, le fait d'aller dans ces codes-là, tu penses que ça va changer quoi à ta life? En tout cas, qu'est-ce que tu aimerais changer? Déjà, ça reste dans mon expertise. C'est qu'on fait des contenus et on fait des contenus qui sont assez novateurs dans la forme. Tu vois, Charabia, on a fait un talk show sur l'entrepreneuriat plutôt qu'un truc où tu es juste en costard-cravate. Bon, on a essayé de le rendre en mode plus sympa. Ça a super bien marché. Il y a eu un vrai sujet d'écologie en plus à un moment. Il y a eu un gros coup de... Oui. Ouais. Il y a des Kusama Amar. C'est ça dont tu parles ou pas du tout? Non, je crois qu'il y a eu pas un truc qui sort avec un blouson. Ah si, c'est Hugo Clément qui a repris un putain. Hugo Clément, oui, parce que une des chroniqueuses que j'adore en plus est venue et a dit un truc assez ouf pour piquer. Mais Hugo Clément a sorti la capsule sans contexte et elle s'est fait déboîter. Alors même si franchement ce qu'elle a dit, voilà. Mais quand tu le mets dans le contexte, c'était un peu piquant volontairement, tu vois. Donc voilà. Mais ouais, non. Encore une fois, c'est parce que j'ai envie de le faire. C'est dans des codes qui me parlent puisque c'est avec Com, c'est dans notre ADN. Ça nous fait une super image aussi. On va pas se mentir. C'est trop cool parce qu'on parle d'environnement, mais de manière cool. Donc moi, il y a un enjeu perso, un enjeu business. Et je le fais avec Arthur, qui est devenu vraiment un de mes potes que j'adore, qui est chez Com d'ailleurs en ce moment. Et donc voilà. Tu sais ce que ça va changer dans ta vie? Le fait d'être plus comme ça, en tout cas d'avoir plus cette vocation à vouloir être dans un mood plus écolo. On a eu Louis, par exemple, on a eu Louis Marty. Il y est allé, il y va franco et c'est même un parti pris total sur beaucoup d'aspects. Il nous a parlé, du véganisme, de ce que ça pouvait aussi engendrer. Toi, là, si tu vas dedans, c'est quoi genre t'aimerais changer en tout cas? Moi, je pense que c'est m'obliger à changer un peu. Parce qu'en fait, quand tu te le dis, tu procrastines, c'est humain, tu fais oui, demain, allez, c'est mon flemme. Alors que là, vu que je m'engage, qu'il y a peut-être des millions de personnes qui vont voir ce que Charabia, ça fait 1,5 million, il y aura peut-être des millions de personnes qui vont le voir, bon, tu as un peu un sentiment de ok, je suis là, je me suis lancé, je ne peux plus faire marche arrière. Donc ça va m'imposer personnellement à changer un peu. C'est chiant, honnêtement, parce que je le sais. Je sais que quand je vais faire d'autres choses, si jamais demain je veux partir à Dubaï pour faire un documentaire, je vais me faire déboîter. Genre, attends, tu fais un truc sur l'environnement, mais en même temps, tu vas à Dubaï, tu prends l'avion. Je vais assumer ces choix parce qu'il y a un moment où tu ne peux pas tout changer. Mais voilà, encore une fois, ça va m'imposer à mettre le pied dedans. Non, c'est dur. Moi, je sais que pourtant, j'ai beaucoup moins de gens qui me suivent que toi ou de visibilité, mais il y a le peu de fois où je fais des trajets en avion. J'ai des gens en mode ouais, en fait, c'est un trajet que tu aurais pu faire en train, c'est un trajet que tu aurais pu faire en truc ça vient très rapidement te saisir, te piquer, qui n'est pas faux en soi. Ouais, mais il y a des moments où c'est mal fait. Et c'est trop mal fait parce que tu vois, c'est pour ça que moi je te dis, genre, notre enjeu, c'est de le rendre plus cool. C'est que
tu parles d'avion plutôt que déjà de poser la question, de contextualiser pourquoi, comment, c'est espèce d'enculé, t'as pris l'avion. Et ça, c'est le meilleur moyen pour que les gens se disent oula, alors je vais plus communiquer, je vais plus rien dire, je vais plus rien faire, je m'éloigne de tout ça. Alors que non, pour moi, c'est la pire manière de voir l'écologie, ou en tout cas ceux qui, avec un fond qui est bon, c'est de se dire je tape du poing parce que c'est pas bien de le faire. Fine, mais le fais pas de manière aussi drastique, de manière aussi radicale, parce qu'au final, ça effraie les gens et ça a un impact qui est tout l'inverse de celui que tu as envie d'amener. Et du coup, nous, on va essayer d'aller à contre-courant de ça et de se dire, vas-y, tranquille, viens, on voit ça de manière sexy, tu manges du steak, c'est pas grave. Mange-en peut-être un peu moins, on fait différemment. Enfin, tu vois ce que je veux dire, faut valoriser les actions qui vont vers plutôt que de sanctionner les gens qui font contre. Moi, ça me rend ouf, pareil. Enfin, et surtout quand tu n'as aucun contexte. Tu vois, je suis parti au Japon. Il y a toujours un pecno qui me dit tu pollues tout. Est-ce que tu m'as demandé pourquoi? Est-ce que tu sais que ça fait 2 ans que je centralise tout sur 5 jours pour justement éviter les allers-retours? Enfin, je sais pas, ça me saoule un peu les gens qui sont trop en mode position sans contexte. Et en plus, tu regardes le profil de ces personnes, tu vas dans profil, tu regardes activité, ils ont défoncé tout sur tout le monde. Donc en fait, ça me rassure parce que je me dis c'est juste ancré dans ces personnes. Enfin, est-ce qu'il y a un autre sujet qu'on n'a pas abordé? En tout cas, tu vois, sur ton scooter, tu diras putain, j'aurais dû dire ça, Roger. Ça, j'aurais dû lui dire comme ça. Non? Je suis Ninja Warrior. J'aurais dû te le dire. T'as fait Ninja Warrior? Je suis allé en finale. Arrête. Non, mais tu vois, dans le moment où je te parlais du côté j'ai voulu tout faire, c'est que j'ai joué dans Divine, un film qui a été Palme d'Or d'ailleurs, où j'ai joué 15 secondes. Hein. Attends, Divine, je crois que je l'ai vu en plus, je crois. C'est un peu la version, c'est la haine, mais pour les meufs. C'est les meufs qui incarnent les meufs un peu de Tess et de Star Strocier. Et moi, je suis en gros le. Enfin bref, c'est trop drôle, tu regarderas. J'irai checker ça. Ça, non, tu vois, j'ai essayé de faire 1000 choses et à un moment, Ninja Warrior m'a contacté. Je fais si, mais why not, go. Et je suis allé en finale, c'est trop cool. Mais c'est quand? C'est récent ça? Oh, c'est il y a 3-4 ans, tu vois. Mais tu tapes Harold de Ninja Warrior, tu vois, mais double. Là, c'était au moment où j'étais bien, tu vois. T'as fait Ninja en finale, t'es allé en finale. Et pourquoi t'as perdu? Parce que tu sais, les mecs qui réussissent, c'est des grimpeurs qui arrivent à one point. Moi, à la fin, genre vraiment, je pouvais plus. Donc j'ai lâché comme une crotte. Mais genre, ils savent que t'as fait Ninja Warrior ou tu me balances une exclue là? Ouais, il y en a beaucoup. Il faudrait que je le balance sur LinkedIn, genre. J'ai fait Ninja Warrior, j'en ai tiré. C'est un post inspirationnel. Ah ouais, ok. Donc là, je pense que t'as pas de regret en partant? Non, c'est good. Trop cool. Je suis venu de saisir un moment. Je sais pas si on la mettra, cette séquence. Non, je sais pas si je la mettrai, mais c'est quoi le... Sans pour autant le dire, d'accord? Mais qu'est-ce qui a fait que c'était émotionnel comme ça et qu'on... En gros, j'ai perdu ma meilleure amie, pour faire simple. Donc ça a été comme déjà tu perds quelqu'un, c'est horrible, ta meilleure amie c'est horrible, et dans des conditions où c'est pas de la maladie, c'est pas des trucs où tu peux t'attendre à ça. Ouais. Donc c'est un côté très fataliste. Ouais. Et c'est aussi ça, je pense, qui a alimenté ma crainte de la mort et l'envie de tout baiser parce que t'en as qui sont plus là et qui aimeraient pouvoir kiffer tout. Donc c'est ça. C'est juste que ça fait longtemps, ça va faire 7 ans. Mais j'ai une plaie ouverte comme as que je cache depuis des années, mais qu'il faut que je travaille un jour. Mais là, j'avoue, pour le coup, ça c'est le genre de truc que je procrastine pendant longtemps. Mais voilà, donc c'est un truc dont j'ai du mal à en parler sans pleurer direct. Ouais, ça, on n'est pas obligé de garder ce que tu viens de dire là. Ouais, non mais cool. Si je t'en parle là, tu vois, je le dis. Ouais, ok. C'est cool. Là, je suis archi content, je t'ai fait un câlin. Ça me fait trop plaisir. Putain, mais c'est pas ça là. Mais le mec va à la muscu, Merci d'avoir regardé cet épisode. N'oublie pas de commenter, de liker et surtout de t'abonner. On se retrouve au prochain épisode.